Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ce plateau où dans un instant nous allons donc procéder au débat de la le deuxième débat plutôt de la première circonscription des Vosges, celle d'Épinal, débat en partenariat avec nos confrères de Vosges Matin dont j'accueille tout de suite le chef d'agence d'Épinal, Philippe Nicole. Bonsoir Philippe. Bonsoir Jean-François. Merci d'avoir accepté de co-animer avec moi cette heure et quart de débat, ça nous rappelle quelques bons souvenirs mon bon Philippe. Avant de vous présenter nos invités, un mot comme nous l'impose l'ARCOM, ex-CSA. Des candidats qui ne sont pas avec nous sur ce plateau, on va vous envoyer un petit tableau, je vais vous les énumérer. Il s'agit d'Evelyne Abaud de Lutte ouvrière, de Maxime Nicolazzi pour le POI, le Parti ouvrier indépendant démocratique, de Madame Asna Hadjir du Parti démocrate musulman, de Mohamed Aïd Ahmed du Parti écologie au centre, Éric Duparc pour les Patriotes de Florian Philippot, d'Elisabetta Rossato du Parti Pirate. Le Parti Pirate, si vous ne le savez pas, c'est un parti qui est né en Suède et qui promeut la démocratie délégative. Et de Stéphane Perry du Parti d'Éric Zemmour, Reconquête. Des candidats auxquels s'ajoutent les 4 qui sont avec nous, bien évidemment. Amy Moons, candidate du Rassemblement national. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le député sortant Les Républicains, Stéphane Viry, candidat DVD pour sa réélection, soutenu par LR et le Centre. Bonsoir. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Anne-Sophie Monange, candidate sous l'étiquette Ensemble, qui réunit, on le rappelle, Renaissance, ex-La République En Marche, le Modem de François Bayrou et Horizon, le parti de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Bonsoir. Bonsoir à vous deux. Jules Feutet, candidat de la NUPES ou NUP, on entend un petit peu tout, nous on dit plutôt NUPES, la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Bonsoir. Bonsoir. On précise que vous êtes adhérent à la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. 11 candidats donc au total sur cette première circonscription, dont on va dire quelques mots. C'est la plus peuplée des Vosges, d'abord, autour du bassin d'Épinal, 80 communes, 103 000 habitants, moyenne d'âge de 44 ans, la plus faible des Vosges, mais malgré tout au-dessus de la moyenne nationale. Niveau de vie médian le plus élevé, mais aussi le taux de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté le plus élevé également du département, avec un taux de retraités plus bas que dans les autres circonscriptions, et un fort pourcentage d'habitants qui vivent dans les pôles urbains, près d'1 sur 2. Voilà quelques données à avoir en tête avant ce débat. On va également préciser quelques données pécuniaires. Philippe, on a lu attentivement dans les colonnes de votre journaux que, effectivement, il y a ces élections, il y a aussi des enjeux financiers, notamment avec ces aides apportées par l'État en fonction du nombre de voix obtenues. Voilà, chaque parti qui se présente peut récolter 1,64 € par voix obtenue. À condition, il y a plusieurs conditions. La condition principale, c'est d'avoir au moins 1% des suffrages dans 50 circonscriptions de France. Voilà, et sachant aussi que ce gain financier est soumis à certaines conditions qui peuvent attribuer des malus, certains critères comme notamment la parité homme-femme. Si elle n'est pas respectée, il y a des malus et les partis politiques perdent un peu d'argent. Voilà. Donc ça peut expliquer certaines candidatures Oui, sur la durée du mandat, c'est 1,64 € sur la durée du mandat, donc ça fait 8 € sur les 5 ans par voix attribuée. Voilà. Très bien, on va également rappeler que les indemnités d'un député sont fixées à 5 700,15 € net par mois, plus une avance de frais de mandat d'à peu près la même somme et d'un crédit pour rémunérer les collaborateurs qui s'élève à un peu plus de 10 000 € par mois. Il est donc temps maintenant de lancer les compteurs qui vont nous permettre de tendre vers l'égalité de temps de parole à l'issue de ce débat et de saluer au passage notre maîtresse des horloges, Frédéric Blaison. 6 thèmes retenus ce soir. On débute de manière un peu scolaire, mais ça paraît intéressant quand même, par un temps d'auto-présentation ainsi que des motivations des candidats qui sont autour de ce plateau pour devenir ou redevenir député. Et justement, le tirage au sort a désigné le député sortant Stéphane Viry pour entamer cette discussion par une présentation. Stéphane Viry, vous avez la parole. Merci. Écoutez, j'ai 52 ans, un peu plus que la moyenne de ce plateau. J'ai toujours apprécié l'engagement collectif, l'engagement associatif en particulier, assumer des responsabilités, prendre des responsabilités. C'est la raison pour laquelle, en 2017, j'avais demandé l'investiture pour être candidat, pour représenter des gens, pour représenter la nation face au pouvoir, parce que moi, je me suis toujours inscrit dans cette idée qu'on est dans la traduction de 1789, des États généraux, de la volonté de montrer une indépendance par rapport au pouvoir exécutif. Et pour moi, un député, que ce soit un homme ou une femme, il doit être libre, il doit être indépendant. Il doit être là pour représenter les gens, pas un parti politique, pas un clan. Bien sûr, un élu a des convictions, à l'évidence, mais sa charge, notamment lorsque tu es député, c'est de savoir intervenir quand il le faut, c'est savoir dire ce qu'il faut, c'est savoir apprécier un texte, un projet de loi, dossier par dossier. Vous savez, c'est la Constitution qui le dit, qui l'exige, l'article 27.
Le mandat impératif pour un député, il est nul. C'est pas possible d'être lié ni à un parti politique, ni à un clan, ni à un intérêt particulier, ni à un chef. On n'est pas là pour ça. On est là pour représenter des gens, pour représenter un territoire. Et moi, pendant les 5 ans passés, j'ai cherché à être le député de tous les Vosgiens, quelle que soit leur sensibilité. Et pourtant... Même celles et ceux qui n'avaient pas voté pour moi. Et pendant ces 5 ans, ça a toujours été ma ligne de conduite. Donc pour vous n'avez pas été un député d'opposition, c'est ça que vous voulez nous dire ce soir? Mais écoutez, les éléments statistiques démontrent que j'ai voté pour quand il fallait, sans état d'âme, j'ai pris mes responsabilités. Et d'après certains éléments statistiques, j'ai voté 50% des projets de loi qui étaient présentés par le gouvernement. Donc oui, effectivement, j'ai su parfois m'opposer, j'ai su parfois faire des contre-propositions, j'ai su faire valoir un point de vue divergent, mais sur certains sujets, quand ça allait dans la bonne direction, en responsé et sans état d'âme, j'ai pris mes responsabilités, j'ai été constructif. Je vous coupe, mais vous avez été très actif pendant le mandat. Hein, j'ai regardé un peu les chiffres de l'Assemblée nationale. Vous avez déposé 1400 amendements. Mais que 42 seulement ont été adoptés. Être dans l'opposition quand on est député, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué, c'est nécessaire. Ouais. Par nature, les pouvoirs ils doivent être équilibrés. Par nature, il faut une pluralité à l'Assemblée nationale. Et un amendement, même s'il n'est pas voté, il provoque le débat. Il peut provoquer l'étincelle auprès du gouvernement. Il nourrit les choses et par la suite, quelques amendements que j'avais pu déposer, qui n'avaient pas été pris en séance, ont été repris par le gouvernement ou par des collègues de la majorité par la suite pour faire avancer la France, pour prendre des dispositions. Donc un député, il doit s'affranchir de toute contingence partisane. Bien sûr, il doit être à l'aise par rapport à ses convictions. C'est essentiel. On va rappeler quand même que vous êtes adhérent aux Républicains, que vous vous présentez comme d'hiver droite, il faut quand même clarifier les choses. Il n'y a aucun sujet sur ce sujet-là. Depuis 30 ans, certains me connaissent, depuis 30 ans, j'ai été mis sur les rails par un homme, Philippe Séguin. J'aime une droite moderne, une droite ouverte, une droite exigeante néanmoins, une droite sociale, une droite indépendante. C'est ça ma ligne. Ça ne m'a pas interdit pendant 5 ans de regarder ce qui pouvait se passer ici ou là, selon les sujets, selon les besoins du pays. C'est ça être député. Alors bien sûr, j'ai ma boussole, j'ai ma colonne vertébrale qui est la même depuis toujours, mais moi je ne veux pas m'enfermer dans une contingence partisane. Je ne veux pas me rétrécir à une étiquette. Je pense réellement que tous ici autour de la table, on vaut mieux que ça. Et surtout, quand il s'agit de représenter les Vosgiens, on doit dépasser ces contingences politiciennes. Moi, en tout cas, on n'est pas là pour rentrer dans une boîte, pour rentrer dans un champ et par la suite aller chercher des ordres, des consignes de vote et faire ce qu'on va nous demander de faire. Je veux une Assemblée nationale, et j'en finirai par là, indépendante, respectueuse de la séparation des pouvoirs et je veux manifestement... en tout cas, moi je le dis. Pour moi, un député de la majorité, il ne doit jamais oublier son esprit critique. Il ne doit jamais être interdit de prendre une initiative avec d'autres collègues. Et en parallèle, un député davantage de l'opposition, il ne doit jamais rechercher l'hostilité. Jamais avoir comme mobile l'impasse ou le blocage. C'est pas ça être député. Et en tout cas, pendant 5 ans, avec beaucoup d'enthousiasme, vous l'avez dit par des éléments statistiques, j'ai été un des députés les plus actifs de l'Assemblée. J'ai cherché effectivement à faire entendre la voix des Vosgiens à Paris et j'ai cherché à proposer autant que je le pouvais auprès des autorités gouvernementales. Amy Moons, on en vient à vous. Attention au temps de parole, hein, Stéphane Viry. Mais Amy Moons, on vous écoute. Présentez-vous aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Je suis Amy Moons. J'ai décidé de me présenter à ces élections législatives pour défendre le projet que Marine Le Pen a développé tout au long de la présidentielle et qui correspond, je crois, aux attentes de la population, puisque dans les Vosges, nous avons fait quand même plus de 52%. Au deuxième tour, oui. Oui, c'est ça. Je suis jeune en politique, j'ai été suppléante lors des départementales en 2021 et j'ai été également présente sur la liste de Laurent Jacobelli lors des régionales en 2021. Je ne suis pas une professionnelle en politique, puisque dans la vie de tous les jours, je suis dans le commerce, mais je suis également une mère de famille. Et si aujourd'hui je me suis engagée avec le Rassemblement national, c'est pour donner un avenir à mon enfant dans ce beau pays qu'est la France. Vous avez rejoint le Rassemblement national à 18 ans. Oui. Qu'est-ce qui attire quelqu'un de 18 ans au Rassemblement, les idées du Rassemblement national? Comment elle attire quelqu'un de 18 ans les attire En fait, moi, j'ai eu 18 ans. C'était les premières élections, enfin, c'était la première fois que je votais, c'était les élections présidentielles. Et j'ai lu, en fait, tous les programmes et je me suis retrouvée réellement dans celui de Marine Le Pen. Et j'ai commencé à regarder, vraiment, à m'intéresser à ce qu'elle disait, à la politique, savoir où je voulais aller, savoir l'avenir pour mon enfant. Parce que moi, de base, j'étais jeune. Et j'ai continué dans ce système-là. Je me suis cartée et j'ai fini par intégrer le Rassemblement national des Vosges.
Jules Feutet, c'est à vous, présentez-vous. Alors moi je suis donc Jules Feutet, je suis diplômé en sciences humaines, j'ai 33 ans et j'ai vécu la plupart de ma vie ici dans les Vosges. Mes motivations sont collectives et l'ont toujours été. Dès mes premiers engagements politiques, donc moi j'ai été engagé à PRS en 2005, au Parti de gauche jusqu'en 2016, et donc comme vous l'avez dit, à la France Insoumise depuis 2016. Je suis très très heureux de la nouvelle union qu'on a réussi à construire aujourd'hui, donc de la NUPES. C'est pour moi une chance tout à fait historique. Il en ressort de cette union un programme partagé et très ambitieux de plus de 600 propositions. Je parle des propositions qu'on a en commun. On a quelques divergences évidemment entre les partis qui la composent. Mais voilà, c'est un programme très très ambitieux. Je me présente pour reparlementariser véritablement la démocratie, pour en finir avec ce mandat où les députés étaient en quelque sorte des députés Playmobil qui votaient en cadence selon les desiderata du président de la République. Et pour moi, cette manière de faire fonctionner l'Assemblée est un réel problème. Donc reparlementariser la démocratie, c'est vraiment le but premier. Ensuite, nous ne le cachons pas, nous avons l'ambition d'arriver à une majorité à cette Assemblée nationale et donc d'imposer une cohabitation. Dans le but, bien sûr, d'empêcher M. Macron, qui est un président sans mandat, qui a été élu quand même d'une manière assez particulière, pour l'empêcher d'appliquer sa politique avec laquelle les Français ne sont en grande majorité pas d'accord. Voilà. Donc, ces grandes mesures phares ne recueillent pas du tout l'unanimité. Voilà. Alors, donc, sur votre candidature, tout n'a pas été simple non plus, il faut être clair. Sûr, on ouais. sait que Lou Noirclair, notamment pour Europe Écologie Les Verts, avait clairement envie d'être sur ce plateau et surtout de se présenter à la candidature pour ce mandat de député. Fabrice Pizias également, ex-membre, toujours membre de chez vous, mais qui voulait y aller également. Donc ça a fait grincer des dents, il faut être clair. Cette union n'a pas été naturellement comme ça acceptée. Grincer des dents, c'est Un peu, beaucoup quand dire. même. Un petit peu. En tout cas, les choses se sont faites dans les règles, les désignations se sont faites, oui, tout à fait dans les règles. Il y a eu des auditions au sein de la France Insoumise d'abord, et puis ensuite, il y a eu cette union qui est venue, et donc il y a eu le choix de laisser 3 candidats insoumis sur les 4 circonscriptions des Vosges. Et donc, voilà, à la suite Et une circonscription pour Europe Écologie Les Verts, la troisième en la circonstance. Exactement, ouais. Anne-Sophie Monange, c'est à vous, présentez-vous. Je suis candidate donc aux élections législatives pour porter une majorité efficace justement à l'Assemblée nationale et au gouvernement. Donc je suis tenue à quelque part à répondre un peu à monsieur Viry là, sur ce point-là, parce que j'ai l'impression que la majorité, être dans la majorité, ça peut être un inconvénient. Donc je vais vous dire aussi pourquoi j'ai envie de m'engager dans ce schéma-là. Alors qui je suis une journaliste de formation. Je suis issue d'une famille qui vient de la Liberté de l'Est, un rédacteur en chef. Je suis aussi la fille d'une grande championne de natation. Donc je suis spinalienne et golbéenne depuis 15 ans. J'ai un engagement de terrain depuis toujours, de par cette formation. Et j'ai intégré très rapidement aussi le cabinet de Philippe Séguin, qui m'a donné quand même pas mal de leçons sur le monde politique et sur la chose publique. J'ai aussi fait la communication de Michel Henrich. Et ensuite, j'ai intégré un gros groupe, EDF, justement pour être en relation avec tout ce qui est le territoire. Donc je suis en permanence sur le terrain auprès des élus, auprès aussi des associations avec lesquelles je travaille énormément. Donc je suis une femme du concret et depuis 2020, j'ai la chance d'avoir été élue auprès de l'équipe de Roger Alemany et je suis adjointe sur le terrain en tant qu'adjointe à la transition écologique. Donc je suis vraiment une femme de terrain. Et c'est à ce titre-là que j'ai été désignée par le président de la République pour porter les couleurs de la majorité présidentielle. On a eu le sentiment que cette désignation était un peu tardive, qu'il y a eu un peu de tergiversation avec est-ce qu'on laisse le champ libre au député sortant, sachant que le député sortant, son suppléant, ça n'a échappé à personne, fait désormais partie d'Horizon, une des composantes de la majorité. C'est une candidature de dernière minute, vous la définissez comme ça ? C'est pas du tout une candidature de dernière minute. Les candidats qui sont Macron-compatibles n'ont pas eu en fait de candidat en face. Le président de la République était très clair là-dessus. Donc même s'il y a eu quelque part un peu de confusion, peut-être laisser un peu le champ libre, voilà. On a laissé dire, laissé faire, mais il était acté qu'il fallait une femme, une élue aussi locale, politique, qui avait aussi des actions concrètes, parce que je travaille aussi dans ces sujets-là.
Donc c'est pour ça que je suis partie. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu rapide, mais en revanche, je pense que là, il y a peut-être des choses à voir avec M. Viry, parce que quand vous dites vous êtes un homme libre, si je peux me permettre, vous êtes quand même investi par les Républicains, rassurez-moi. Je l'assume, parce que pendant 5 ans, j'ai travaillé dans ce groupe en confiance, avec la liberté de vote que j'ai toujours eue. Et naturellement, ce groupe m'a demandé effectivement si j'étais candidat de reporter le flambeau, ce que j'ai accepté de faire, avec le soutien et l'accompagnement d'un homme tout aussi libre, tout aussi actif, Cédric Axer. Et moi, vous savez, mon critère, c'est pas d'être Macron-compatible ou pas Macron-compatible, ça veut rien dire. Ce qui compte pour un député, c'est d'être utile aux gens, utile au territoire, et savoir dire oui quand il faut dire oui, savoir dire non quand il faut dire non. Moi, j'ai pas envie, si vous voulez, d'être sous tutelle. J'ai pas envie d'être soumis à des injonctions. J'ai envie potentiellement, comme je l'ai fait à quelques reprises, de tendre la main à des députés de l'autre côté de l'hémicycle et de faire avancer des causes. J'ai envie parfois de travailler avec des députés de la majorité, d'être reçu par des ministres pour faire avancer des dossiers, soit vosgiens, soit des dossiers nationaux. Ça a été ça ma vie pendant 5 ans. Donc que je ne sois pas investi majorité présidentielle, tant mieux. Je n'ai jamais voulu l'être. Peut-être que si j'avais entrepris certaines démarches, peut-être que j'aurais peut-être pu négocier quelque chose. Je n'ai été dans aucune compromission, aucune tractation. Je sais qui je suis, j'ai mes idées. Elles ont été appréciées de part et d'autre en hémicycle pendant 5 ans. C'est sur ces bases-là que je me présente à nouveau pour aller chercher un contrat d'action à l'égard des Vosgiens et des Vosgiennes pour les 5 ans qui viennent, avec toujours cette idée d'être utile au pays. Ça va être un quinquennat rude, on le sait, compliqué pour les Vosgiens et les Vosgiennes. Pour la France, moi j'ai l'idée que pendant 5 ans, la France aille de l'avant. Et si c'est le président Macron et son gouvernement qui proposent des choses utiles, je serai à ses côtés. Et si le président Macron, il passe à côté de ce sujet, ou alors il est brutal, ou alors ses propositions, elles sont insuffisantes, je dois avoir la liberté, comme tout autre député, de savoir dire non. Parce qu'à défaut, on admet, ou en tout cas on considère que l'Assemblée ne sert à rien, que ce n'est qu'une chambre d'enregistrement, qu'elle est sous cloche, et que globalement la séparation des pouvoirs est à l'heure dans ce pays. Et vous avez raison, Jules Feutet, il faut reparlementariser la France. Il faut accepter que l'Assemblée existe et qu'elle ne soit pas le jouet d'un tel ou d'un tel. Et il faut des députés, effectivement, qui soient libres, utiles, efficaces, proches du terrain. Anne-Sophie Monange, rapidement. Je suis tout à fait d'accord, qu'ils soient libres sur le terrain, efficaces, je suis d'accord, mais le terme de soumission me dérange beaucoup, parce que c'est pas parce qu'on fait partie de la majorité, c'est pas parce que nous sommes partie de la majorité qu'on est soumis. Je vois pas du tout le rapport. Vous êtes investi par Renaissance, mais vous n'êtes pas encarté à Renaissance. Pas du tout. Justement, j'ai cette liberté de penser, et j'ai aussi cette liberté parce que je suis une femme de terrain. Là, c'est vrai que par rapport à M. Viry, j'ai peut-être un petit peu de retard au niveau de la connaissance du territoire, mais là, c'est vrai, c'est essentiel aussi. Ouais. Mais là où je le rejoins, c'est qu'on est du terrain, il y a des opportunités, il y a des initiatives, des expérimentations, mais il faut aussi savoir être sur le terrain pour expliquer, pour commenter. Et c'est vrai que lorsqu'il y a des choses à mener, à faire remonter, c'est quand même plus facile quand on fait partie de la majorité présidentielle. Mais bien sûr que si. Mais là, vous vous moquez des gens et c'est un leurre. Les conseils techniques des ministères, la porte est plus ouverte. Vous faites des questions au gouvernement. On a compris vos divergences. Non, mais vous savez quoi, jeudi matin, je suis avec une conseillère directe d'Elisabeth Borne pour évoquer les sujets vosgiens. Alors que je suis candidat, non pas majorité présidentielle. Vous voyez bien que ça ne sert à rien de prendre une étiquette pour dire j'ai un blanc-seing et ça va passer. Ça ne marche pas comme ça. Dans la vraie vie parlementaire, dans la vraie action de défense des Vosgiens et des Vosgiennes, ou globalement de la France, ça ne fonctionne pas comme vous le racontez. On a compris l'essentiel de cette divergence. On notera, Philippe, en tous les cas, que vous êtes tous les cadres du territoire, ce qui ne sera pas le cas de tous les candidats que nous recevrons ici même. C'est important à signaler. Le premier thème qu'on vous propose d'aborder, c'est donc celui qui est dominant dans toutes les études d'opinion chez les Français, le pouvoir d'achat, avec au moins 5% d'inflation annoncée, à minima, voire davantage, et une croissance, vous l'avez entendu peut-être ce mardi, une croissance en baisse maintenant, désormais, au sortir de quelques mois assez exceptionnels. Si l'on considère d'ailleurs que la croissance est une bonne chose, bien sûr, ça c'est à chacun de nous dire ce que vous en pensez. Jules Feutet, la France Insoumise et la NUPES privilégient la hausse des salaires, on le sait, pour passer le cap, un SMIC porté à 1 500 € avec les questions adjacentes, comment le finance-t-on, et en creux aussi ce retour à la retraite à 60 ans, même chose, comment le finance-t-on? Oui, alors déjà, un constat qui est assez alarmant. On compte aujourd'hui environ 10 millions de pauvres, de personnes sous le seuil de pauvreté. En France, on estime à peu près 400 000 le nombre de pauvres supplémentaires pendant le dernier quinquennat. C'est assez important pour le noter.
Alors nous, effectivement, on a des mesures d'urgence sociale qu'on souhaite présenter et qui s'appliqueront très très rapidement au lendemain du second tour. Par exemple, par l'article 410.2 du Code du commerce, on souhaite bloquer les prix des produits de première nécessité, des produits d'hygiène, mais aussi de l'énergie. Il suffit de signer un décret pour cela. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'appliquera immédiatement. Par la suite, par une loi, on étendra la liste des produits pouvant être bloqués, dont le prix peut être bloqué, afin de répondre en partie à cette histoire de problème de pouvoir d'achat. Alors la hausse du SMIC à 1 500 € net, vous l'avez dit, immédiatement, par décret, c'est... Alors comment le finance-t-on ? Alors comment le finance-t-on ? Alors nous, on a... alors je vais juste finir sur les quelques propositions. Donc la retraite, vous l'avez dit, à 60 ans, à 1 500 € comme le SMIC pour une carrière complète. Une garantie de dignité, donc un minima social revalorisé à 1063 €, c'est le seuil de pauvreté pour tout le monde. Et puis voilà, je vais passer sur les autres points. Alors comment le finance-t-on ? Nous, on a appelé ça une opération Robin des Bois légale. Voilà. Donc il s'agit effectivement de prendre l'argent là où il se trouve. Donc pour le financement, pour les retraites, pour revenir à la retraite à 60 ans et la financer donc à son niveau, donc à 1 500 € pour une carrière complète, il s'agit évidemment de taxer quelque chose qui n'est que très peu taxé aujourd'hui, c'est-à-dire les dividendes, mais aussi les rachats d'actions, de taxer davantage les heures supplémentaires pour garantir les 35 heures et, je veux dire, la réalité de ces 35 heures et qu'on arrête les dépassements qui sont toujours trop présents. Aussi une surcotisation sur les hauts salaires. Voilà. Pour le SMIC à 1 500 €, on propose une refonte de l'impôt sur les sociétés pour le rendre beaucoup plus progressif en fonction des bénéfices de l'entreprise. Donc, voilà, il y ait beaucoup plus de tranches en réalité sur cet impôt-là. On rétablira aussi l'ISF avec un volet climatique, donc l'ISF tel qu'on le connaissait auparavant, mais également l'ISF climatique, c'est-à-dire faire payer financièrement les plus gros pollueurs. Voilà, donc la taxation des dividendes que j'ai évoquée précédemment. L'impôt universel, qui consiste à faire payer même les gens qui partent de France la différence de ce qu'ils auraient payé si jamais ils étaient restés en France. Voilà, c'est un revenu, une rentrée d'argent supplémentaire. La suppression aussi de mesures injustes et inefficaces, comme le crédit impôt compétitivité emploi, le CICE, ou la suppression de la flat tax, donc, qui est une tout un éventail de mesures, effectivement. Un éventail de mesures, mais notre plan d'urgence sociale et notre programme d'une manière générale est tout à fait à l'équilibre et les financements sont là. On prévoit, c'est vrai, une hausse des dépenses publiques d'à peu près 15%. C'est pas faramineux et surtout on a les recettes, on a trouvé les recettes pour le financer. Anne-Sophie Monange, le gouvernement sait qu'il ne doit pas se planter, pardon d'être un peu trivial sur ce dossier, pour ne pas voir ressurgir la colère dans la rue. Alors il y a le bouclier tarifaire, on l'a tous noté. Est-ce qu'il y a des idées spécifiquement aussi pour aider les Vosgiens qui ont plus besoin de leur voiture qu'ailleurs pour aller travailler ? On sait qu'il y a 82% de personnes dans la circonscription, par exemple, qui utilisent chaque jour leur voiture pour aller au travail. Présentez-nous un petit peu à la fois... Oui, voilà, sur le pouvoir d'achat, donc c'est une priorité. Donc il y a quand même deux types de mesures. Il y a les mesures de crise avec tous les dispositifs qui sont mis en place. Vous parlez du bouclier tarifaire qui fait en sorte qu'on est à 4% de hausse sur l'énergie électrique et gaz. Il y a aussi la remise du carburant, le 0,15-0,18 centimes, parce que vous parlez des gens qui sont en véhicule thermique. Il y aura aussi tout le dispositif qu'on va mettre très rapidement sur les chèques alimentaires pour les plus démunis. Et puis il y a aussi les mesures à long terme, parce qu'on est en train de rentrer dans un nouveau cycle quand même économique au niveau de l'inflation. Là, on a eu les nouveaux chiffres du mois de mai, on est à 5,2%. Depuis 37 ans, on n'a pas eu ce montant-là. Donc il y a toutes ces mesures qui sont ciblées. Donc ça veut dire quoi de finalement maintenir le pouvoir d'achat ? Quelque part, on dépense, au niveau des dépenses, on les réduit, mais aussi on augmente les revenus. Donc pour nos actifs, il va y avoir une mesure immédiate, c'est au niveau du SMIC, les 34 € supplémentaires. Il y a la prime Macron, qui est quand même vraiment, qui a été portée par le président, il l'a dit clairement, qui va passer de 2 000 à 6 000 € pour les entreprises qui ont un accord d'intéressement et 3 000 pour les autres entreprises. Il y a pour nos aînés, où là c'est vraiment un sujet débat qui a aussi été un peu l'étincelle au début des Gilets jaunes, c'est au niveau de l'indexation
retraites sur l'inflation. Il y a aussi les minima de retraite où ils étaient à 918 €, ils passent à 1100 €. Est-ce que tout ça il y va a toute suffire une batterie pour éviter la colère de la rue? On sent que voilà, cette embellie économique dont je parlais en début d'émission est en train de s'achever, clairement. Hein. Tout à fait, mais est-ce que ça va suffire? Non. Là, c'est tout un train de réformes. Je vous dis, il y a des dispositifs de crise qui seront maintenus tant que la crise sera là. Et puis après, il y a tout ce qui est cercle vertueux, chèque alimentaire. Les chèques alimentaires sont des mesures à dire ponctuelles. Tout à fait. Qui tardent souvent à arriver. Les gens, ils font leurs courses tous les jours. Donc, voilà, le mois de juillet, on est au mois de mai. Il faut attendre le mois de juillet pour recevoir un chèque alimentaire. Ça tarde, tout à fait. C'est dès que, de toute façon, à partir du 20 juin, à mon avis, après, ce sera aussi les mesures qui vont être prises après les législatives, de toute façon, il ne faut pas se leurrer. Et puis là, on parlait du pouvoir d'achat, il ne faut pas aussi oublier les jeunes, parce qu'ils ont quand même eu un impact Covid très important, notamment ceux qui avaient des petits boulots. Donc, il y a des dispositifs, des 20 000 emplois qui ont été proposés aux jeunes. Il y a l'assujettissement au niveau de la sécurité sociale où ils ont fait quand même un gain au niveau de 138 €, plus tous les dispositifs, je ne vais pas rappeler. Mais ce qui est important aussi, on en parlera aussi, c'est au niveau de la transition écologique, parce qu'on se rend compte qu'avec cette crise, on est vraiment lié aux énergies carbone. Donc il va falloir décarboner. Et maintenant, on est vraiment face à l'urgence climatique. Donc on a un cercle vertueux. On est en crise. Donc en crise, il faut s'adapter très très rapidement, mais dans un monde économique qui est en train d'évoluer, qui risque en revanche, lui, d'aller... Cercle vertueux à mettre en place. Amy Moons, le Rassemblement national a ciblé l'exemption de TVA sur des produits de première nécessité, une centaine au total, et la baisse des taxes sur l'essence. C'est vraiment votre combat principal pour essayer de redonner du pouvoir d'achat aux Français et aux Vosgiens, évidemment. De toute façon, le pouvoir d'achat est un thème central au Rassemblement national, puisque nous, on dénonçait déjà l'augmentation des prix de carburant à l'automne 2021, alors que personne ne parlait encore du pouvoir d'achat. La situation, elle s'est aggravée depuis. Nous avons développé des propositions, comme de faire passer la TVA de 20% à 5,5% sur l'énergie, c'est-à-dire le prix des carburants, du fioul, de l'électricité et du gaz, mais nous proposons également de mettre la TVA à 0% sur un panier de 100 produits de première nécessité, qui est l'hygiène et aussi alimentaire, lorsque l'inflation est trop importante. Nous sommes dans une circonscription assez ouvrière et composée de classes populaires. Cela va redonner un peu de souffle aux Vosgiens. Stéphane Viry, ça peut suffire, tout ce qu'on entend là? Quel est votre point de vue? Quel est votre constat? Quelles sont vos orientations? Le constat, c'est que le coût de la vie a augmenté depuis 5 ans, que les factures énergétiques, effectivement, ont augmenté, pas uniquement parce que le coût des matières premières a augmenté, parce que les taxes ont augmenté, la CSG a augmenté de 25%, les retraites ont été désindexées. Donc oui, manifestement, on a matraqué un certain nombre de Français pendant quelques années. Donc, logique de rattrapage, c'est ça que vous voulez dire? Et qui fait que désormais, effectivement, des Français, des Vosgiens et des Vosgiens ont du mal à finir les fins de mois. Donc armer le pays, armer les gens, quels qu'ils soient, pour leur permettre d'avoir une capacité à vivre supérieure est une nécessité. Donc en premier lieu, les salariés. Moi, je suis effectivement favorable à ce que les salariés gagnent plus. Donc des mesures par rapport au salaire, des mesures de baisse de la CSG pour les salariés et pour les indépendants, des mesures relatives à l'extra-salarial, à l'intéressement. Vous demandez pour un effort aussi aux patrons ou pas? Est-ce que vous demandez clairement un effort aux patrons? Écoutez, l'effort, il faut déjà, à mon avis... Là, vous parlez de l'État. L'effort, il faut déjà le faire, à mon avis, porter sur les charges sociales. Le patron, il fait ce qu'il peut par rapport à une économie qui, effectivement, commence à plonger, avec vraiment beaucoup d'inquiétudes. Donc moi, je suis plutôt favorable à ce que le net augmente à charge équivalente pour l'entreprise. Mesure également nécessaire pour les retraités. Il faut revaloriser les retraites en globalité. Il faut effectivement, corriger un certain nombre de retraites qui sont insuffisantes. Et puis également une mesure, me semble-t-il, par rapport aux familles. Il faut que les familles aient davantage de capacité à s'occuper de leurs enfants. Donc mobiliser également des moyens pour aider à la prise en charge des enfants. Voilà. Donc le pouvoir d'achat, il est en berne. La capacité à vivre, elle est plus compliquée avant et c'est dramatique. Donc il faut armer la capacité à vivre de tous les Françaises et tous les Français. Si on en revient aux entreprises, on voit qu'actuellement, il y a beaucoup d'entreprises qui augmentent leurs salariés pour les fidéliser, parce qu'ils ont des problèmes de pénurie de main-d'œuvre. Donc c'est que la preuve, c'est que ces entreprises-là pouvaient augmenter les salaires depuis longtemps, depuis un certain temps. Alors, est-ce que pour certaines, elles avaient la capacité d'augmenter les salaires? Probablement, mais pendant 2 ans, il y a quand même la crise sanitaire qui a brouillé les pistes et on peut comprendre un principe de prudence des entrepreneurs par rapport à la pérennité des entreprises.
Pour d'autres, et je présume qu'on en parlera tout à l'heure, la pénurie de personnel, l'absence de possibilité de recruter les salariés dont on a besoin pour faire fonctionner l'entreprise, fait que globalement, c'est l'offre et la demande. Certains entrepreneurs, effectivement, mettent plus pour tenter d'attirer les compétences, les talents dont ils ont besoin. On enchaîne donc avec cette thématique plus large qui est totalement liée à ce que vous venez de dire de l'emploi dans une circonscription où l'on compte quelques gros pourvoyeurs en la matière. On pense évidemment à Norske Skog, à la Tran et Michelin Goldbeg, Arrêté Moustache Bike à Taon. La liste n'est pas exhaustive, mais où le taux de chômage est supérieur à la moyenne nationale, il faut avoir ça en tête, et où l'inadéquation, vous l'avez tous dit, entre l'offre et la demande est très importante. En clair, on a en même temps des pénuries de personnel importantes. On le voit avec des restaurateurs, là encore, vous l'avez dit, contraints de fermer certains jours, ce qu'on n'avait jamais vécu, et des inactifs qu'on a du mal à remettre sur le chemin. Je me tourne vers vous, Amy Moons. Comment fait-on pour que, effectivement, les employeurs qui ont besoin de personnel trouvent des gens qui veulent répondre à ces offres d'emploi ? Du coup, sur la pénurie de personnel, on sait que déjà le domaine médico-social est particulièrement concerné depuis de nombreuses années. Et pourtant, de nombreux infirmiers et aides-soignantes ont été suspendus sans possibilité de chômage parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. C'est absolument inadmissible. On y reviendra tout à l'heure sur la thématique de la santé, oui. L'embellie économique aussi d'Emmanuel Macron est un trompe-l'œil. On sait qu'il a changé les règles de Pôle emploi pour qu'un maximum de personnes sans emploi passent en formation. Cela permet de faire changer la catégorie de demandeurs d'emploi et donc de faire baisser artificiellement la catégorie comptabilisée. C'est un tour de passe-passe. Après, l'Organisation internationale du travail a validé quand même le fait que le chômage de fait a baissé en France. Ça, c'est des organismes internationaux qui le valident. Oui, pardon. De même, sur la question des retraites, comment envisager dans un département ouvrier comme le nôtre de prolonger l'âge de départ à 65 ans, voire même plus loin? C'est absolument inhumain. Et seul notre parti est crédible pour battre contre ces mesures injustes. La coalition de gauche est discréditée sur cette question, puisqu'ils ont appelé à voter Emmanuel Macron. Et comment ils veulent avoir une retraite à 60 ans? C'est complètement incohérent. Bon, Jules Fautet, puisqu'on vous destine cette remarque directement, sur la retraite à 60 ans, vous en avez parlé. À voter Emmanuel Macron, on a appelé à battre Madame Le Pen, point final. Voilà. Vous parliez à l'instant des chiffres de l'Organisation internationale du travail. Bon, effectivement, ils donnent des chiffres sur le chômage, mais qui prennent en compte le chômage d'une certaine manière. Pour être comptabilisé donc comme chômeur par le Bureau international du travail, il faut ne pas avoir travaillé du tout, être disponible et avoir fait une démarche de recherche d'emploi. Donc ça limite quand même. Voilà. Et on ne parle pas, bien sûr, des catégories B et C qui sont aussi à prendre en compte, donc notamment tout ce qui est le temps partiel subi. Donc elle parlait à l'instant des métiers du médico-social. Évidemment, il faut revaloriser ces métiers-là. Nous, on est dans une logique de toute façon de reconstruction totale des services publics qui ont été complètement démantelés ces derniers quinquennats. Donc au niveau des services publics, dans l'hôpital notamment, on est pour des recrutements massifs, que ce soit de médecins, d'infirmiers, d'aides-soignantes ou aussi de personnel administratif. L'école aussi qui est à reconstruire. Là aussi, il faut massivement recruter, que ce soit des enseignants spécialisés, reconstruire les réseaux d'aide pour les enfants en difficulté qui ont été complètement détruits, notamment à l'époque sous Sarkozy. Ça, c'est l'emploi public, on entend bien. Voilà, l'emploi public. Sur l'emploi privé, où effectivement, on constate tous cette inadéquation entre l'offre et la demande, ouais. Quelles sont les recettes, entre guillemets, ou en tous les cas, les pistes à explorer? Alors, sur l'emploi privé, nous, on n'est pas contre des aides financières, notamment, on parlait tout à l'heure de hausse du SMIC. Donc, moi, j'ai rencontré l'autre jour un garagiste qui me disait « J'aimerais bien payer mes employés à 1 500 €, mais c'est pas possible, j'aimerais bien embaucher. » Là, on envisage des aides financières. Ensuite, nous, notre grand plan, c'est vraiment au niveau de la bifurcation écologique. Cette bifurcation écologique, planifiée par l'État, peut créer jusqu'à 1 million d'emplois. On parle de 300 000 emplois agricoles qui seraient relocalisés. Tout ce qui va être isolation des logements, etc. Tout ce qui touche à l'écologie, la rénovation des infrastructures, leur isolation, la réparation des réseaux d'eau, des voies ferrées. C'est pas le nombre d'emplois, parce que le nombre d'emplois, il y en a plein, des emplois à prendre. Alors, mais oui. les gens ne prennent pas ces emplois. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils viennent sur le marché du travail? Il y aurait une incitation, puisque les salaires seraient revus à la hausse. Alors, on a parlé non seulement du SMIC, qui monterait à 1 500 € net, immédiatement, mais également une incitation à la hausse pour les autres salaires. Parce que si on augmente le SMIC et que celui qui gagnait auparavant 1 500 se retrouve au niveau du SMIC, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc non, on est pour une renégociation
collective au niveau salarial qui serait sous l'égide de l'État, mais pour tirer les salaires à la hausse. Quand vous avez parlé des propositions de la NUPES, oui. Vous avez parlé de taxer les heures supplémentaires. Oui. Donc expliquez aux chefs d'entreprise qui ont déjà du mal à recruter que les salariés qui font travailler en heures supplémentaires, ils vont être taxés. Non, ça c'est une logique, c'est deux logiques qui s'affrontent traditionnellement entre la droite et la gauche. On est pour les 35 heures effectives. Donc, effectivement, on est pour taxer les heures supplémentaires pour que ces 35 heures se fassent vraiment. Et on est même pour une baisse jusqu'à 32 heures hebdomadaires pour les métiers pénibles ou les métiers de nuit. Les 35 heures, quand elles ont été mises en place à l'époque sous Jospin, ont créé beaucoup d'emplois, des centaines de milliers d'emplois. Donc c'est une vision... Le principe, je comprends, il n'y a pas de problème, ça je comprends très bien le principe, mais sur le contexte actuel, je veux dire, le patron qui a du mal à trouver des salariés, qui est obligé de demander à ses équipes en place de faire quelques heures de plus parce qu'il n'a pas les salariés qui vont, il ne peut pas recruter, il n'arrive pas à recruter, on va lui dire, vos salariés vont travailler un peu plus et en même temps vous allez le taxer. Donc ça peut pas... Ça part en adéquation, quoi. Si, moi je crois à la logique, d'un point de vue macroéconomique, en tout cas, à cette logique-là, de réduire le temps de travail pour créer de l'emploi. Ouais. D'accord. Okay. Anne-Sophie Manange, sur cette problématique de l'emploi, l'inadéquation entre l'offre et la demande, c'est le grand sujet depuis plusieurs mois maintenant. Problématique de l'emploi. Dans les Vosges comme ailleurs. Dans les Vosges comme là. Je suis plutôt à mettre le débat sur la notion du travail. Parce qu'on s'est rendu compte avec la crise du Covid, finalement, il y a l'avant et l'après. On travaille complètement différemment. Le télétravail a quand même bouleversé pas mal d'activités et on se rend compte dans la restauration. J'étais encore hier place des Vosges à Épinal, le commerce était fermé parce que faute d'emploi. Donc au niveau de l'emploi, pour moi il y a un triptyque. C'est l'orientation, c'est la formation et après il faut vraiment une corrélation entre l'offre et la demande. Pourquoi je dis ça? C'est parce que quand on voit au niveau du territoire de la circonscription d'Épinal, on a quand même, je veux dire, la ville universitaire la plus prolixe de Lorraine. On a des centres d'apprentissage. L'apprentissage, j'y crois beaucoup. Il y a l'économie circulaire. Donc en fait, il y a énormément de leviers où il y a de l'orientation, de la formation. Et là où il faut trouver, finalement, c'est l'attractivité. Comment on donne envie aux jeunes d'aller vers les secteurs de la restauration, vers le secteur du BTP, le secteur médical aussi, qui a quand même un gros déficit. Et ça, j'entends ce que dit Jules Feutet. Donc, en fait, il y a tout un travail à faire au niveau de ces notions de travail. Voilà. Donc, pour aller plus loin, c'est vrai que là, pour revenir... En fait, aux mesures du gouvernement, il y a au niveau du RSA. Ça, c'est important aussi. Au niveau du travail, c'est que le RSA, c'est l'activité, il y a une contrepartie. Donc, à mon avis, il faut aussi travailler là-dessus. C'est-à-dire qu'il y aura 15 à 20 heures qui seront fournies justement pour l'intérêt général, pour nos aînés, auxquels je compte beaucoup. Et c'est vraiment cette notion de travail qu'il faut remettre au cœur du dispositif. On change de paradigme dans la société, donc comment on donne envie, comment on suscite des vocations. Et je vois tout le travail qui est fait au niveau de l'apprentissage. J'étais encore hier à Dole, aux maisons familiales et rurales, où il y a quand même 145 apprentis en alternance pour travailler sur l'accompagnement des aînés. Donc il y a le vivier, mais après, comment on met une corrélation entre le vivier et en fait entre la demande, l'offre et la demande. Vous avez évoqué tout de suite le télétravail. C'est vrai que ça a un des enseignements du Covid, mais l'enseignement du Covid, ça a été de mettre le doigt sur tous les professions qu'on a appelées en première ligne, c'est-à-dire les caissières, les enseignants, tous les gens qui touchent des petits salaires, les éboueurs même, et ces gens-là, ils ne font pas du télétravail, ils sont sur le terrain, ils ont besoin d'avoir des salaires qui tiennent la route pour continuer à exercer leur métier. Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement revaloriser ces métiers-là? C'est là où je ne suis pas du tout d'avis, c'est quand il y a les heures supplémentaires, il faut déjà enlever les charges au niveau de l'employeur et surtout il faut défiscaliser les heures supplémentaires. C'est travailler plus pour gagner plus. Voilà. Donc il faut aussi inciter parce que ce qui donne envie d'aller vers un métier, c'est aussi de bien gagner sa vie. On revient sur le pouvoir d'achat, on vient sur le confort de vie, on dit à ce que M. Viry, c'est qu'en fait il faut arriver à finir ses fins de mois et correctement et dignement. Stéphane Viry, votre point de vue là-dessus? Écoutez, nous avons évoqué précédemment le pouvoir d'achat. La question du travail, elle est tout aussi importante dans le quinquennat qui vient. Et on part d'un constat, c'est que la France est championne de la fiscalité sur le travail et la création de richesses. Pour moi, la question de la compétitivité de notre économie et des entreprises, elle est primordiale, parce que ce sont les entreprises qui créent l'emploi. Donc, croire aux entreprises, c'est la première chose, et leur permettre d'aller de l'avant. Il y a encore énormément de marge de manœuvre en France, en termes de bureaucratie, en termes de procédures, en termes d'allègement. Deuxièmement, faire des choix clairs. Le choix, par exemple, de l'industrie.
Moi, je suis effectivement très favorable à ce qu'il y ait un plan mais massif de réindustrialisation du pays pour des raisons de souveraineté, pour des raisons d'autonomie, pour des raisons d'emploi, parce que l'emploi industriel régénère par la suite beaucoup d'emplois. Et dans les Vosges, nous avons une carte maîtresse. Et puis, la question du travail, effectivement. Il faut inciter au travail, il faut permettre le travail. Inciter au travail, écoutez, c'est qu'il faut dire les choses. Le salaire doit être plus avantageux que l'assistance nationale. Il faut coûte que coûte qu'il y ait une différence marquée, très claire, entre celles et ceux qui travaillent et celles et ceux qui, globalement, sont pour le moment de l'autre côté du marché du travail. La marge n'est pas suffisante aujourd'hui. La marge, elle n'est pas suffisamment claire, elle n'est pas suffisamment lisible, elle n'est pas suffisamment incitative. Après, effectivement, il faut permettre à chacun d'être sur le schéma de l'emploi, donc des politiques d'insertion professionnelle à remuscler, à remodeler, de la formation à l'évidence, parce qu'il y a des compétences à aller chercher. C'est un champ prioritaire, me semble-t-il, dans le cadre de ce quinquennat. Et puis, il faut récompenser le travail. Celles et ceux qui, effectivement, font des heures sup, il faut effectivement qu'ils soient gratifiés. Défiscalisons les heures supplémentaires. Nous, on parlait tout à l'heure au début d'émission, ça, on l'a proposé dès 2018. À l'époque, la majorité nous avait dit non. Il a fallu qu'il y ait la crise des Gilets jaunes pour qu'elle revienne dessus et qu'elle reprenne notre proposition. Voilà des amendements qui parfois peuvent être déposés, qui sont rejetés, mais qui par la suite servent. Qu'il faut financer tout ça. C'est quand même de l'argent qui rentre en moins dans les caisses de l'État. Mais parce que quand vous remettez des gens en situation de travailler, par la suite ils recotisent. Qu'est-ce qui finance notre protection sociale dans ce pays ? C'est la cotisation sur le travail. Donc plus la France sera au travail, plus des hommes et des femmes seront en capacité de produire. Déjà, ça sera bien pour le pays, pour sa compétitivité, pour financer les retraites, mais ça sera surtout bien pour notre système de protection sociale. Donc remettre la France au travail est une évidence, est une nécessité, est une priorité. Jean-François parlait tout à l'heure de corréler l'offre et la demande. On voit dans les Vosges certaines associations se démener pour créer des choses, mettre en relation les recruteurs et les demandeurs d'emploi. Vous, en tant que député, en tant qu'élu, est-ce que ça ne vous questionne pas sur l'efficacité des services de l'État, notamment, on ne va pas les pointer du doigt, mais pour l'emploi et tout ça, en disant, mais... Est-ce que clairement, Face Vosges fait le boulot de Pôle emploi ? Voilà, on va caricaturer une partie du boulot, c'est caricatural, évidemment. Écoutez, vous avez effectivement, compris que depuis 5 ans, je suis très actif sur ces sujets d'insertion, d'emploi, d'une France qui veut, une France pour tous par le travail. Je vous en remercie. Effectivement, des associations type Face Vosges que j'ai créées il y a 8 ans font un travail extraordinaire, un club d'entreprise. Après, je ne veux pas faire de mauvais procès à Pôle emploi. Pôle emploi, ils ont effectivement un contingent de personnes qui sont inscrites à Pôle emploi pour, d'une part, toucher des indemnités et, d'autre part, pour se remettre en situation de travailler. Probablement que Pôle emploi fait ce qu'il peut avec le public dont il dispose. Avec des moyens inférieurs. Après, effectivement, le vrai sujet, c'est la réforme de l'assurance chômage. Tant qu'il n'y aura pas de donnant-donnant, tant qu'il n'y aura pas de politique incitative, des mesures très lisibles pour un demandeur d'emploi, écoutez, c'est mieux, effectivement, de prendre le job qu'on me propose, peut-être qu'effectivement, on tâtonnera, on n'avancera pas, on aura effectivement des artisans de toute nature, des grosses entreprises industrielles, même des professions tertiaires, qui seront en peine de trouver le personnel dont ils ont besoin pour leur fonctionnement quotidien et peut-être même pour leur pérennité. Attention à votre temps de parole tous. Amy Moons, un mot là-dessus, sur effectivement, faut être clair, depuis le Covid, on constate, les employeurs nous le disent beaucoup, qu'il y a toute une partie de la population qui n'est plus encline à aller vraiment chercher du travail, alors que des employeurs en cherchent. Comment est-ce qu'on fait ? Là, on est vraiment dans le cœur de votre cible, entre guillemets. Comment est-ce qu'on fait pour remettre ces gens, cette partie de population qui est beaucoup plus exigeante par rapport aux conditions de travail? Le problème, moi je vais vous dire, moi je travaille dans le commerce, donc tous les jours je suis sur le terrain, dans un magasin, je suis au contact des gens H24, même pendant le Covid, j'y étais. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé pendant le Covid n'ont pas touché les aides de l'État, alors que d'autres personnes qui ne travaillaient pas ont touché les 100 € que M. Macron a voulu aider. Alors que les personnes qui allaient travailler, elles continuaient à cotiser, elles continuaient à dépenser l'essence, elles continuaient à faire leur vie, et ceux qui étaient chez eux, ils ne dépensaient rien. Au final, c'est quand même... Donc on a démotivé ces personnes-là, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, on a démotivé les personnes qui travaillaient, et surtout aussi, nous, moi je dis qu'on est dans le commerce, on est au contact des gens, beaucoup de gens ne respectent pas les barrières sanitaires, puisque moi j'ai attrapé le Covid il y a quelques mois, puisqu'il y a des personnes qui venaient dans le magasin et qui disaient « Ah, nous on a le Covid, c'est pas grave, c'est des vacances ». Alors que non.
De base, quand on a le Covid, on est censé rester chez nous. Je pense que aussi, ils n'ont pas fait leur travail à vérifier réellement si les personnes restaient confinées ou autres. Les personnes ne veulent plus être en contact avec qui que ce soit, puisque maintenant, ils ont peur de tout. Les gens ont été individualistes, ils sont individualistes maintenant. Ils ont peur de tout. Ils ne veulent pas partir, ils veulent faire du télétravail, ils ne veulent pas aller sur le terrain, sauf que le problème, les entreprises qui recherchent sont des entreprises de bâtiments, des entreprises où il y a des serveurs, des choses comme ça. Les artisans se cassent la figure. On cherche dans tous les secteurs d'activité. Dans tous les secteurs d'activité, mais notamment c'est des gens de terrain que maintenant on recherche, alors que les 3/4 de la population veulent faire des travails où ils sont en télétravail. Ils ne veulent plus aller sur le terrain. Il faudrait peut-être remobiliser les gens, les citoyens, à vouloir aller sur le terrain. Alors comment fait-on ? Je pense qu'en les aidant un peu plus, en faisant des barrières aussi avec le Covid, vraiment avec la Covid, vraiment pouvoir les protéger. Je pense que la protection, la santé, c'est primordial. Anne-Sophie Monange, un dernier mot là-dessus, il faut qu'on enchaîne derrière. J'ai écouté M. Véry attentivement, je me rends compte quand même qu'on se rejoint sur beaucoup de sujets. Et je voulais aussi attirer l'attention sur les contrats engagement jeunes, qui sont quand même aussi très importants. Je pense beaucoup à la jeunesse. Le travail concret, c'est vraiment, il y a vraiment un parcours personnalisé entre les 16 et 25 ans. Donc c'est aussi les missions locales, c'est le rôle quand même fondamental des missions locales d'accompagner ces jeunes. Donc il y aura une refonte au niveau du travail, au niveau de Pôle emploi, parce qu'on se rend compte pour les formations par exemple, la région propose des formations, Pôle emploi en propose aussi. Donc je pense qu'il y a besoin aussi de lisibilité. Et ça, c'est nécessaire. Donc, je pense sur certains sujets, il faut y aller. Le travail, il faut le mettre au cœur du dispositif. Parce que le travail, c'est un vrai sujet tout à fait. Non, mais on a un vrai sujet aussi sur le travail des seniors. Tout à fait, avec les CDD. Alors là, c'est une évidence. Avec les CDD seniors. J'avais été missionné par l'Assemblée nationale pour conduire un vrai rapport pendant 6 mois d'investigation pour l'emploi des seniors. Et la France gâche une énergie, des talents, gâche ses finances publiques. Avec cette culture qu'à partir d'un certain âge, tu dois être mis au rebut. C'est un dogme qui date des années 80. Faisons partir les seniors, quel qu'en soit le prix. Et qui est de plus en plus incompréhensible avec un âge à la retraite qui... bien sûr, ça tient pas. Donc la question des seniors, elle est effectivement Jules Feuter, un mot là-dessus. La NUPES, le positionnement sur le travail en général, mais aussi le travail des seniors. Oui, le travail des seniors, moi, effectivement, c'est une question qui m'interpelle, puisque on nous propose de repousser l'âge de la retraite jusqu'à 65 ans, des fois j'entends 67 ans, et puis en même temps on se retrouve avec des seniors qui font face à un taux de chômage à partir de 60 ans qui est tout à fait élevé. Dès 50 ans. Dès 50 ans, oui. Donc pour moi c'est pas du tout la bonne solution de faire travailler plus longtemps, s'arrêter à 60 ans c'est bien, et je tiens quand même à rappeler que l'espérance de vie a commencé à augmenter quand on a baissé le temps de travail, non seulement dans la vie, mais aussi dans la semaine et la journée. Anne-Sophie Monange, tout dernier mot là-dessus, il faut qu'on enchaîne derrière. Oui, non, mais pour les seniors, c'est vrai qu'il y a les CDD, puis les seniors, c'est la transmission de la connaissance, on le voit à tous les niveaux. Alors, tout le monde dit ça, mais finalement, ça n'avance pas depuis 20 ans. Il y a des CDD seniors qui sont comme mis en place, donc c'est sur 36 mois, c'est pour les remettre aussi, les accompagner, les remettre pour justement transmettre dans des sociétés à des jeunes, donc dans différents secteurs, c'est vraiment cette transmission de connaissances. Ça n'a pas été un choix politique de part et d'autre depuis 20 ans, et ça doit l'être désormais. Il faut que ça le soit, on est bien d'accord. C'est un constat qu'on fait de gauche-droite, tout confondu. Il y a tout un travail, il y a eu un jeunisme qui a été fait parce qu'on pensait qu'il fallait faire de la place aux jeunes en sortant les vieux, et manifestement, on a... Est-ce qu'il y a un aspect financier au niveau des entreprises ? C'est-à-dire, on sait très bien qu'une personne qui a 30 ans d'ancienneté, qui touche des primes d'ancienneté élevées, est-ce qu'on préfère lui faire un chèque pour lui dire d'apprendre sa retraite et d'embaucher un jeune qui est payé, on va dire, au SMIC, comme disait M. Feuter ? Est-ce qu'il y a un choix financier fait par les entreprises ? Oui, il y a un choix fait par certaines entreprises, et il y a un choix même qui est fait par les finances publiques, parce que les pré-retraites et tous ces dispositifs d'État ont quand même été financés par nos impôts. Il est temps d'y mettre un terme. J'ai fait une carrière notamment, tout à fait, il est temps de faire. Je vous demande de faire vraiment attention au temps de parole qui commence à être un tout petit peu trop clivant. On en vient à la transition écologique en rappelant que nous sommes sur un territoire qui, via le schéma de cohérence territoriale des Vosges centrales, s'est engagé à tendre vers l'autonomie énergétique à l'horizon 2050. Autrement dit, produire autant que consommer. Comment fait-on, Jules Feutet ? Quel mix énergétique préconise la NUPES et vous ? Et on va parler aussi, parce que là on était très sur les dossiers nationaux, là on va vraiment rentrer sur les dossiers locaux, avec les éoliennes, avec le stade d'eau vive, avec des tas de choses. Dites-nous les grands principes, et puis vu des Vosges et vu de la première circo.
Alors, vous parlez d'autonomie énergétique, moi j'irai plus loin, on est pour instaurer la règle verte, c'est-à-dire ne pas prendre à la nature en un an plus que ce qu'elle ne peut régénérer. Voilà, donc ça c'est la règle qui doit être à la base de toute décision politique. C'est-à-dire qu'on doit passer sous cette règle-là toutes les lois qui vont être votées, c'est-à-dire mesurer l'impact de toutes les lois, notamment l'impact écologique. Voilà. Donc ensuite, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est pour la planification écologique, donc pour la mise en place de grands projets étatiques, notamment du point de vue énergétique. Donc de ce point de vue-là, Emmanuel Macron a annoncé la planification écologique. Oui, alors il a repris le terme. Après, j'ai beaucoup de crainte que ça ne soit pas du tout à la hauteur. En tout cas, nous, on a un objectif de baisse des émissions de gaz à effet de serre de 65% en 2030 au lieu de 40% aujourd'hui. Alors sur les énergies, effectivement, on est pour arriver aux 100% renouvelables. Donc on n'est pas... Les 4 partis qui composent la NUPES ne sont pas d'accord parfaitement sur cette question-là, notamment le Parti communiste sur la question du nucléaire. Mais globalement, on est pour la sortie du nucléaire, donc arrêter les constructions d'EPR et planifier le démantèlement des centrales, bien sûr. Donc la fin des énergies carbonées, on est plusieurs à être d'accord sur ce plateau par rapport à ça. Alors à l'échelle de notre circonscription, il n'y a pas d'éoliennes maritimes de pleine mer, évidemment. Ça on ne peut pas faire des éoliennes offshore dans les Vosges. Ça c'est sûr. Donc qu'est-ce qu'on fait avec les énergies renouvelables qui sont disponibles? On est tout à fait, bien sûr, pour adapter les sources d'énergie aux spécificités du territoire, bien sûr. Donc ici, qu'est-ce qu'on a de disponible ? Vous dites qu'on n'a pas de mer, mais on a quand même des rivières, donc l'énergie hydraulique est une énergie qu'on peut mobiliser. L'énergie solaire, bien sûr. Le parc solaire à Golbet en est un exemple. Et c'est pas une mauvaise... donc sur l'ancienne décharge, avec 18 000 panneaux, je crois, Philippe, c'est ça 18 000 panneaux. Il faut demander à il me semble qu'il y a 57 000 kWh de produits, c'est important. C'est équivalent de 4 500 habitants, c'est ça? Donc, ça relativise, mais bon. Ça relativise, bien sûr. Ouais. Alors après, sur les éoliennes, nous, on est pour une position, on va dire, un peu nuancée. On n'est pas contre du tout les éoliennes. Au contraire, c'est une énergie qui est intéressante, même si elle est parfois intermittente. Par contre, arrêter complètement le fait de confier le choix de leur lieu d'emplacement à des promoteurs privés. Voilà, il faut que ça soit quelque chose de public et qu'il y ait des enquêtes publiques qui soient menées à chaque fois pour mesurer l'impact, alors visuel, bien sûr, sonore et toutes les nuisances qu'il peut y avoir. Plus aucun promoteur privé non, ça ne doit pas être fait de cette manière-là, non. Donc ça va être quand même un partenariat public-privé qui continue. Alors, il peut y avoir un partenaire, mais arrêter cette logique d'appel d'offres qui finit par installer des éoliennes là où c'est le plus rentable. Et Mimoun, si on parle des éoliennes, je me tourne vers vous, évidemment, ça donne des boutons, on le sait, à votre chef de parti, et c'est une des grandes orientations sur le plan de transition écologique. Donc non seulement on ne veut plus d'éoliennes, mais on les démantèle. Vous êtes toujours sur cette logique-là ? Oui. Il faut stopper, de toute façon c'est une arnaque écologique, il faut stopper ça tout de suite. Déjà ça nuit à la biodiversité et aussi à nos beaux paysages. C'est des énergies intermittentes comme l'éolien. Ils n'ont pas leur place dans la transition écologique. Une éolienne, c'est 1500 tonnes de béton. Elle est où l'écologie? Sans compter que quand on les retire, elles sont enterrées. Parce qu'on ne peut même pas les recycler, on ne peut rien faire avec. On pollue en plus. Alors on dit aux gens, on va être écologique, on va mettre des éoliennes. Sans compter que c'est bien beau de vouloir dire, on va mettre des éoliennes. Mais est-ce que vous vivez à côté des éoliennes? Non. Souvent, les gens qui vivent à côté des éoliennes, c'est des paysans. C'est des gens dans la campagne. Mais non, les gens, s'ils sont en campagne, c'est parce qu'ils veulent être tranquilles. Sinon, ils seraient en ville. Ils veulent être tranquilles. Et le problème, c'est que nous, vous allez arriver, vous allez mettre les éoliennes et ils n'ont pas leur mot à dire. C'est normal, ils défendent aussi leurs beaux paysages. Faut pas l'oublier. On a un département qui est touristique. Les gens, ils aiment les Vosges parce qu'on a des beaux paysages. On peut pas commencer à mettre une éolienne dans une rivière ou je sais où. C'est n'importe quoi. Alors aujourd'hui, il faut quand même préciser, c'est quand même essentiellement dans le secteur de la Plaine, donc sur la 4e circo. Oui. On en a quand même sur la circonscription du côté d'Annie-les-Verrières et il n'y en a pas sur le massif, sauf à Bellefeuille, si on considère que Bellefeuille est le massif. Donc il y a quand même un plan de schéma, un schéma régional éolien qui empêche de faire tout et n'importe quoi. On ne peut pas mettre demain des éoliennes au col de Grosse-Pierre, on est bien d'accord. Il faut quand même comprendre les citoyens qui sont contre les éoliennes. C'est comme si moi je vous disais, demain à côté de votre maison, je viens mettre une sono et que vous ne pouvez rien dire. Vous n'êtes pas d'accord, c'est comme ça.
Alors, si on enlève les éoliennes de ce mix énergétique, comment fait-on pour compenser? Donc, c'est le tout nucléaire, c'est la solution, la seule et unique pour vous? Je pense qu'il faut arrêter de démanteler, comme disait Jules, il faut arrêter de les démanteler. On a ce qu'il faut, on produisait avant chez nous. Et je pense que si on remet ça comme on faisait à l'époque, on peut remettre les énergies comme il faut. Qu'est-ce qu'on met d'autre, hormis le nucléaire? Parce que Marine Le Pen a quand même dit qu'elle marchait sur deux pieds, hein, c'est-à-dire qu'il y avait aussi quand même du renouvelable. Si on enlève l'éolien, il reste un petit peu d'hydraulique. C'est très compliqué, hein, l'hydraulique, on le sait, dans les Vosges, avec beaucoup de tracasseries administratives. Donc il ne nous reste pas grand-chose pour être un territoire qui, en 2050, doit produire autant qu'il ne consomme. De toute façon, il faut qu'on continue à travailler. On ne va pas mettre de centrale chez nous. Hein. C'est ça, non, de toute façon, il faut qu'on continue à travailler. C'est des projets qu'il faut continuer à développer. Je pense qu'il ne peut pas se résoudre comme ça d'un coup. Les gens, maintenant, ils s'attellent à l'écologie. Il faut vraiment qu'on réfléchisse à ce que tout le monde y gagne, que les gens ne soient pas dérangés et qu'on trouve vraiment la vraie solution et qu'elle soit vraiment écologique. Et qu'on ne se rende pas compte dans 50 ans qu'au final, c'est encore plus polluant que ce qu'on a mis à l'heure actuelle. Il faut protéger notre système, il faut protéger notre biodiversité et toutes ces nuisances. Il faut protéger nos paysages, c'est grâce à eux qu'on vit. Donc du coup, il faut vraiment qu'on trouve. Et là, on va développer des projets encore et on trouvera la solution. On parle beaucoup de l'hydrogène. Anne-Sophie Monod, j'en ai au cœur de votre métier. Vous connaissez bien en tant que effectivement salarié Enedis. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, sur un territoire comme le nôtre, on peut proposer qui soit cohérent à la fois pour toutes les contingences qu'on vient d'expliquer? J'enlève la casquette Enedis quand même, mais c'est vrai que le mix énergétique, il est nécessaire parce que là, on est sur un plan climat d'air-énergie. Le mix énergétique, il est fondamental. Le nucléaire, si vous voulez le démanteler, je ne sais pas si vous savez combien ça coûte, ça dure pendant 25 ans, c'est plus de 50 milliards. Peu importe, les déchets, ça dure pendant des milliers d'années. Les déchets, vous allez à Bure, si vous êtes allé à Bure, je vous invite à y aller. C'est en drap, on travaille, il y a quand même de l'expérimentation, on a de la recherche. Je vous entends, j'entends votre inquiétude, mais le mix énergétique, il est fondamental, parce qu'avec toutes les politiques, on veut réindustrialiser, on va faire comment? Avec des éoliennes, avec l'hydraulique. L'hydraulique, il faut les installer, il faut mettre des turbines, c'est pas simple. Donc le mix énergétique, c'est important, mais pour avant le mix énergétique, c'est aussi la sobriété énergétique. Il y a toutes les mesures, je vous ai entendu en parler, au niveau de la rénovation thermique, on est à 650 000, on voudrait être à 700 000 par an. C'est aussi de lutter contre la précarité énergétique, c'est fondamental aussi. Hein, je vous ai entendu là-dessus, je pense que là, sur ce sujet-là, on est en phase. Mais après, sur l'écologie, on parle de planification, c'est pas un vain mot. On a quand même 2 ministres qui vont aller sur la transition énergétique. L'une qui sera plus sur les territoires, comment on va transformer les territoires, parce que sur la circonscription d'Épinal, on est quand même un territoire d'excellence. On est sur aussi tout ce qui est industriel et écologique. Je pense, vous parliez de Golbet tout à l'heure avec le parc solaire, il y a la Green Valley avec vraiment Norqueskog qui est la vitrine au niveau lorrain, qui serait aussi une vitrine au niveau France, et je pense que M. le député a dû le porter avec ses réseaux au niveau de l'Assemblée nationale. C'est exemplaire, il faut aller plus loin. J'ai accompagné Yves Bailly au ministère de la Transition écologique pour aller chercher à un moment donné des autorisations et parfois des financements. L'avantage d'être dans la majorité, c'est que les portes s'ouvriront certainement beaucoup plus vite avec le réseau. Plus grosse papeterie, la grosse papeterie. Plus grosse papeterie d'Europe, pour préciser les choses, 30 ans d'existence sur le territoire de Golbet. Un petit mot sur ce parc solaire, donc, qui est un des gros chantiers à venir, qui est en cours. Qui est en cours, là je vais le voir régulièrement, parce que comme je suis toujours sur le terrain, donc là c'est 5 mégawatts et c'est à peu près 4500 logements, donc en plus on va faire venir, normalement on aura des ruches, apiculture, j'entendais mademoiselle parler de la biodiversité, donc on fait tout un travail de mix aussi, je travaille avec les écoles là-dessus. Les moutons ne doivent pas être en dessous, alors ça c'est très très contesté. C'est ombrier, il y a les ombrières, on avait déjà testé, j'ai travaillé sur un gros parc aussi en Meuse, donc voilà, donc c'est en train de se faire expérimentation, mais ce qui est important aussi, c'est que dans la transition écologique, il y a l'expérimentation, il y a après le retour d'expérience, donc il faut aussi avancer là-dessus. Et puis je voudrais aller plus loin, parce que pourquoi le mix énergétique? C'est parce qu'on est sur des politiques de déploiement au niveau des transports. Là, on va déployer de plus en plus des schémas de véhicules électriques, parce que vous avez vu, le président Macron veut aller sur le leasing des 100 €, parce que dans le paradigme de la société qui a changé, c'est aussi nos modes de déplacement. Vous savez combien il y a de gares du nord au sud sur la circonscription d'Épinal, donc il faut aussi changer, il y en a 10. Donc il va falloir vraiment travailler là-dessus. Stéphane Viry, je vous demande une sobriété oratoire, à défaut de sobriété énergétique. Là-dessus, vous êtes en avance, vous l'avez vu sur le temps de parole. Quels sont les 3-4 grands items que vous voulez mettre en avant sur cette transition écologique qui préoccupe tout le monde? Un horizon très clair. Effectivement, les Vosges, on peut être en neutralité carbone en 2050. La France doit l'être et prenons les décisions pour permettre de l'être. Donc au niveau des énergies,
Effectivement, je ne vois pas comment on peut se passer du nucléaire et cessons de tergiverser, de faire un pas en avant, un pas en arrière, parce que c'est comme ça, en plus, qu'on aura une forme d'autonomie et de bas tarif énergétique. En matière de mobilité, doublons le fret ferroviaire, doublons la part des biocarburants, ayons une véritable politique pour le vélo, au plus près des territoires, manifestement faisons en sorte qu'il y ait des mobilités douces qui puissent être déclinées partout. Mettons le paquet sur l'hydrogène, un carburant qui peut effectivement permettre beaucoup de choses. Et comme effectivement je dois être très sobre sur ces sujets qui pour autant me passionnent, n'oublions pas de valoriser les déchets autant qu'ils soient nécessaires dans l'économie circulaire et ayons une exigence sur la question de l'eau. La question de l'eau, elle est centrale dans les temps à venir pour la vie, pour tout. On en parlera beaucoup sur la 4e circonscription, évidemment. Une question Philippe, à Anne-Sophie. Vous êtes adjointe à la mairie de Golbet au développement durable. On parlait des mobilités, du développement du vélo. Quand on traverse Golbet, on n'a pas l'impression de voir beaucoup de pistes cyclables à Golbet. Il y a eu beaucoup de rénovations de grandes rues, de grands axes de Golbet, mais le vélo, on le cherche. La place du vélo à Golbet. Alors tout ce qui est route communale, on a mis les pistes cyclables. En revanche, les routes qui ont été faites par le département, on est arrivé après. Donc ça n'a pas été posé. Mais en revanche, avec l'équipe, parce qu'on travaille en team, on est sur justement ce schéma de mobilité qu'on travaille aussi avec l'agglomération, donc de façon active. On va essayer aussi on parlait de vélo, de mobilité. Il y a aussi les zones de rencontre apaisées, c'est nécessaire. Parce que pour attirer les gens pour faire du vélo, il faut de la sécurité. Parce que mettre des pistes cyclables ou faire du vélo de façon arbitraire, ça ne peut pas le faire. Et puis dernièrement, là où on a fait un retour d'expérience aussi, parce qu'on a eu des stations de vélo électriques, j'en ai eu quand même 3 sur la commune de Golbet. Donc c'est vraiment, on va dans ce sens. Mais c'est vrai que Paris, c'est pas fait un jour, Golbet non plus. Mais on a une politique assez active. Mais à chaque fois, c'est le collectif, parce que je travaille également avec les représentants délégués de quartier. Il faut se dire, mobilité, vélo, je suis d'accord, mais il faut de la sécurité. On ne peut pas faire ça n'importe comment. Voilà. Et je voudrais rebondir, comme j'ai un petit peu de temps, je pense, c'est sur l'économie circulaire. J'espère qu'on pourra en parler, parce que c'est vrai que toujours sur le site de l'AFPA de Golbet, alors je parle de Golbet, on a le village des solutions, et ça, c'est quelque chose d'assez remarquable. Ah oui, c'est remarquable. J'y suis quand même assez régulièrement. Donc ça correspond aussi aux besoins de la jeunesse, notamment, pas en matière de pouvoir d'achat, je pense à la friperie de Jules et Alice, où c'est quand même à 35 € le kilo. Ça permet à des jeunes, s'ils veulent, acheter un t-shirt, c'est 3 à 5 €. Voilà. C'est des solutions au plus près du territoire. Il ne vous aura pas échappé que c'est un député d'opposition qui a ramené l'idée même du village des solutions à l'AFPA Golbet, suite à des entretiens que j'avais pu avoir à Paris avec des autorités gouvernementales et avec la direction de l'AFPA. Donc j'en suis effectivement à l'origine. Chacun le reconnaît à Golbet, chacun le reconnaît. Et vous voyez qu'on peut être dans l'opposition et être très efficace et très utile pour les jeunes, pour l'économie circulaire et pour l'emploi. Vous allez bien faire votre promotion. Alors, cette prise de paternité actée, on enchaîne. Oui, pardon, oui, vous êtes très en retard, vous pouvez y aller, Mimoun. Je voudrais aussi parler des transports en commun qui ne sont pas assez développés dans les Vosges, contrairement à beaucoup d'autres départements, notamment Nancy, qui a déjà des trains, enfin beaucoup plus de trains que dans les Vosges. J'ai envie de vous dire aussi que nous, on travaille aussi sur un dossier où il faudrait peut-être s'engager, c'est peut-être la ligne Épinal-Belfort, Épinal aussi Lyon. C'est en cours, hein. Oui, si on décide... Oui, c'est en cours, mais il faudrait peut-être aussi s'engager plus, parce que si on décidait d'électrifier certaines lignes, on pourrait recommencer, parce que comme là, on a mis il n'y a pas si longtemps que ça, il y a Saint-Dié-Épinal qui est ouvert. Malheureusement, il y a peu de personnes qui vont dans ces lignes. Il faudrait peut-être aussi expliquer aux gens, puisque les Vosgiens ont l'habitude, comme il y a peu de transports en commun, ont l'habitude de prendre tout le temps leur voiture. Donc peut-être que si on développait ce sens-là des transports en commun, peut-être que les gens prendraient peut-être moins leur voiture et il y aurait plus de transports en commun. Parce que à défaut, en fait, les gens ils sont pas prévenus des lignes. Ils savent pas quand est-ce qu'il y a pas assez de... C'est aussi une question de cadencement et de tarifs. Vous parliez de la ruralité. Avant de parler des trains, on peut peut-être parler des bus déjà. Oui, les bus. Je pense que les lignes de bus sont quand même très rares dans la circo, là. C'est quand même compliqué quand même. Imaginez quelqu'un qui vit à Sainte-Hélène, même si c'est dans la circonscription numéro 2, qui veut aller à Épinal. Il y a un bus le jeudi. Le reste de la semaine, les gens ne vont pas à Épinal. Donc en fait, si un habitant vosgien il vit en campagne, il ne peut pas avoir
autre choix que prendre sa voiture pour devoir se déplacer. Moi, par exemple, j'ai envie de prendre le train, je vais à Bruyères, parce que malheureusement, moi j'habite à Bruyères, donc moi je peux y aller. J'ai ma voiture, je peux me déplacer. Mais des personnes qui n'ont pas le permis, des personnes qui ne peuvent pas financer leur permis parce que tout le monde n'a pas les moyens de payer sa voiture, puisque le coût de la vie augmente, c'est de plus en plus cher. Il faudrait peut-être aussi se baser sur les bus. Rambervillers, il y a 2 bus pour aller à Épinal. C'est pas normal. C'est des bus pour les collégiens ou les lycéens. Il faut laisser. Et souvent très tôt le matin et c'est très tard très le soir, tôt. oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Il faudrait laisser toutes les les lycéens. études le montrent, c'est vrai que quand on rouvre une ligne, il faut attendre 1 an ou 2 ans, voir si les gens reprennent cette habitude-là. Mais le problème, c'est que les gens, ils le savent pas, en fait, qu'il y a des nouvelles lignes qui s'ouvrent. Il n'y a pas assez de communication. Les gens, ils sont étonnés. Honnêtement, il y a quand même le Premier ministre qui est venu l'inaugurer. Oui. Il y a un moment, il faut aussi un petit peu se Après, le problème, c'est que les gens, ils prennent des habitudes. Les Vosgiens, ils se disent, bah oui, mais moi, j'ai besoin de ma voiture. Donc, du coup, le permis, tout le monde passe son permis dans les Vosges, c'est sûr, sinon on ne peut pas trouver de boulot. Ou même mettre des horaires de train, de bus, aussi pour les gens qui n'ont pas le permis puissent... Moi, j'avais regardé, il suffit d'aller à la gare routière à Épinal. Après 18h15, 18h20, il n'y a plus de bus qui partent de la gare routière. Il n'y a plus rien. C'est-à-dire que si vous êtes venu travailler à Épinal dans la journée, vous ne pouvez pas repartir si vous travaillez jusqu'à 18h, 18h30. C'est ça, ceux qui travaillent dans le commerce. Si vous allez à Romervillers, à Certigny ou à la Vosges-les-Bains, vous êtes coincé à Épinal. Ah oui. Voilà. Moi, par exemple, le soir, je travaille dans le commerce, je termine à 19h. Si je n'avais pas le permis, je rentre comment chez moi? Je ne peux pas rentrer chez moi. Donc, si je n'avais pas le permis, je dois toujours demander à quelqu'un. Donc, les gens ne peuvent pas aller à l'emploi puisqu'ils n'ont pas le permis. Ils n'ont pas l'argent pour financer la voiture parce que c'est bien beau d'avoir le permis. Mais si on n'a pas de voiture, on fait comment? On prend la voiture de papa-maman? Ou si on n'a pas papa-maman, mais papa-maman, ils travaillent aussi. Donc, on fait comment? Donc il faudrait peut-être axer aussi sur les transports en commun, les bus, les trains, et remettre des lignes surtout... Tout ça a un coût, évidemment. Tout ça, ça a un coût, oui, mais ça peut aussi aider. C'est l'écologie aussi, parce qu'un Vosgien qui va moins prendre sa voiture, c'est un Vosgien qui va moins polluer. Un bus qui va aller, il va transporter 15 personnes, alors que dans une voiture, on est tout seul. Même si on dit de faire des blablacars ou des choses comme ça, où les gens ils sont à plusieurs dans les voitures, il faut avoir envie. Il y a aussi l'insécurité. Moi, par exemple, jamais j'irai faire du covoiturage avec une personne que je connais pas. Je suis une femme, je fais 1m60. N'importe qui peut être dangereux pour moi. Il y a des sites de covoiturage qui sont un peu sécurisés maintenant. Pour les emprunter régulièrement, il y a quand même des garanties. Il faut quand même se mettre à la place des gens. Les gens, ils ont quand même des doutes. Il peut y avoir des craintes. C'est ça, ils ont des craintes. Jules Feutet, c'est un domaine sur lequel, évidemment, la France insoumise s'est aussi beaucoup engagée. Le transport en commun. Bien sûr. Une minute là-dessus, si vous voulez. Oui, sur les transports, déjà, on est pour réunifier la SNCF, qu'elle redevienne 100% publique et réaffirmer notre refus de l'entrée en concurrence sur le domaine du rail. On est pour ouvrir les petites lignes. Alors vous parlez de celle de Saint-Dié, c'est un exemple, mais par exemple sur celle de Saint-Dié, il y a un arrêt entre Saint-Dié et Épinal. Bon, nous on est pour 2 arrêts. Archet et Bruyères, oui. Il y aura Decelles et Saint-Léonard dans les 2, 3, 4 ans qui viennent. Voilà. On est pour ouvrir le plus possible de petites lignes avec le plus d'arrêts possible et donc aussi le plus de guichets physiques, de personnes physiques qui seraient là dans les gares. C'est quelque chose d'assez important. On est nationalement pour soutenir le développement des transports collectifs non seulement dans les agglomérations, mais au niveau départemental. Donc un soutien national financier. On est pour la baisse de la TVA à 5,5% pour les transports, évidemment favoriser le covoiturage qui n'est pas si dangereux que vous le laissez penser, favoriser l'achat de véhicules électriques aussi, et on parlait tout à l'heure du fret, effectivement, mettre les camions, le plus possible de camions sur les rails, c'est un impératif écologique. On entend ça depuis 30 ans, on va relancer le fret ferroviaire, tous les gouvernements nous annoncent ça tous les 5 ans, et ça n'arrive jamais. Mais la volonté politique n'est pas là, et ça ne se fait pas. Près de l'outil ferroviaire, on ne voit toujours pas passer de train. Dernier point, les autoroutes ont été privatisés, on veut revenir là-dessus, les nationaliser avec une baisse de prix évidente. Parce que ce qui se passe au niveau des autoroutes est absolument honteux, c'est-à-dire que l'entretien est tout à fait moyen et la hausse des prix est constante chaque année. Allez, on enchaîne avec un thème également très très brûlant en ce moment, c'est la santé, avec en premier lieu le secteur hospitalier et des urgences qui ne sont plus systématiquement assurées dans de plus en plus d'hôpitaux partout en France, mais aussi dans les Vosges. On l'a vu un petit peu à Remiremont évidemment et à Épinal, avec une désorganisation qui a été dénoncée en son temps, sachant que c'est une logique de territoire qui prévaut là encore, puisque la direction est commune entre les hôpitaux d'Épinal et de Remiremont et du Chauve aussi d'ailleurs. Stéphane Viry, beaucoup de questions. La principale, c'est la pénurie de personnel. On en a déjà un petit peu parlé. Question aussi qu'a soulevé Amy Moons, faut-il réintégrer les soignants non vaccinés? Est-ce que c'est une partie du problème? Comment vous voyez les choses?
Bah écoutez, la question de la santé, effectivement, elle est préoccupante parce qu'il y a du renoncement aux soins de la part de certains patients, il y a des délais d'attente qui sont excessivement longs. La question de la santé, en fait, elle est en lien avec ce qu'on vient d'évoquer, avec l'environnement, avec la transition écologique. Il faut bien se dire que tant qu'on aura un environnement dégradé, il y aura au niveau de la condition de vie humaine, ça n'ira pas. Après, manifestement, le système de santé, il faut le refondre. Il faut arrêter de chercher à le colmater par-ci, par-là. On a cherché effectivement à trouver des solutions un petit peu qui peut-être conjoncturelles. Le Ségur qui n'a pas satisfait chacun, qui n'a pas travaillé sur le structurel. Alors le numerus clausus, il avait été augmenté depuis Jacques Chirac. Il a continué pendant 15 ans à augmenter. Il y a eu effectivement une décision politique qui a été prise de le modifier, mais en l'état, les facs ne se sont pas mis en capacité d'accueillir plus de médecins. Donc moi, je le dis avec beaucoup de lucidité, il ne faut pas prendre les gens pour des tartuffes. On va être en difficulté médicale pendant une dizaine d'années. Et il va donc falloir trouver des solutions de terrain. Moi, je vais favoriser l'expérimentation locale. Je crois aux maires, je crois aux possibilités au plus près des réalités. Alors, quelles seraient ces réalités en quelques mots? Il va falloir casser les codes. Actuellement... Vous aviez interpellé le gouvernement en décembre, le secrétaire d'État là-dessus. J'avais effectivement un dialogue, mais parlementaire, entre l'exécutif et le législatif avec Jean Castex. Et là, on avait effectivement une divergence de sensibilité. Lui, il me répondait en dispositif, en technocratie. Moi, je répondais en humain. Parce que la santé, c'est globalement prendre soin des patients. Alors, casser les codes, c'est quoi? C'est du privé qui vient sur le secteur du public? Bien sûr, il faut passer outre les statuts, que tu sois libéral ou hospitalier, il faut passer au-delà, il faut modifier la réglementation. Actuellement, tout est contingenté. Il faut réduire le temps administratif pour redonner du temps médical. Il faut faire que certaines professions montent en compétences, les infirmiers en particulier. Les solutions, il y en a plein. Alors, mon temps de parole est déjà bien avancé. Donc, j'aimerais effectivement aller au-delà, mais mon message, il est simple. On n'a pas d'autre choix que de faire fort et que de faire puissamment sur ce sujet, parce qu'à défaut, on ne va pas être digne de la santé publique que l'on doit accorder à tous les citoyens de notre pays. Et de faire vite, puisqu'il y a des urgences, encore une fois, sans mauvais jeu de mots, qui vont se présenter. Amy Moons, là-dessus. Moi, je pense tout d'abord que le service public ne devrait pas être en fonction de la rentabilité, mais en fonction du besoin, surtout. Que, du coup, nous proposons de recruter en masse des personnels soignants pour combler les postes vacants, mais aussi de remettre les soignants qui ont été suspendus à leur poste, puisque pendant la pandémie, ça ne dérangeait personne que les soignants qui avaient le Covid continuent à travailler. Alors aujourd'hui, nous dire oui, ils ne sont pas vaccinés, c'est grave. Je pense que le vaccin est un choix personnel. Alors à l'échelle vosgienne, c'est quelques dizaines de personnes, d'après les derniers chiffres. Oui, mais ça reste quand même des dizaines de personnes qui ont été suspendues. Mais ça, on ne règle pas le problème avec... Sûr. Voilà. Du coup, nous, on voudrait revaloriser leur salaire. Au moins 10 000 places supplémentaires seront ouvertes dans les instituts de formation en soins infirmiers et les centres de formation d'aide-soignante. 2 milliards d'euros sur 5 ans permettront de revaloriser les salaires du personnel soignant exerçant à l'hôpital. Après, le problème aussi, c'est que la population est vieillissante. Je pense que les études pour faire dans la médecine, des choses comme ça, est très très cher. C'est le coût, en fait, qui est très très cher. Les gens n'ont pas spécialement les moyens, donc il faudrait peut-être aviser, voire mettre des bourses un peu plus fortes. Donc pas assez de brassage social, c'est ça que vous voulez dire? C'est ça, oui, mettre des bourses un peu plus fortes. Et surtout aussi, les concours d'entrée sont très très durs. Donc les personnes qui ont un peu de mal n'y arrivent pas. Pourtant, en France, on a quand même un bon savoir dans le médical, puisqu'il y a quand même plein de personnes qui viennent de se faire soigner en France, puisqu'on est quand même très doué dans notre domaine. Je pense que les personnes, on peut les former sur le tas. C'est pas parce qu'on n'est pas très bon à l'école qu'on peut pas être performant sur le terrain, même si on peut continuer à étudier. Il faut aussi... Non, allez-y, pardon. Allez-y. Mais alors, la difficulté, c'est quand même de garder un niveau d'exigence quand même évident. Oui, si ce système de santé est aussi reconnu à l'étranger, c'est parce qu'on a une excellence. Oui, il est reconnu à l'étranger, mais le problème, c'est qu'il y a des médecins qui viennent nous soigner ici. Parce qu'il y a d'autres médecins d'autres pays qui n'ont pas notre savoir-faire à nous, qui viennent nous soigner, qui apprennent sur le tas. Pourquoi on ne ferait pas pareil? Après, je ne dis pas, il faut les diplômes, etc. Mais pourquoi? Oui, c'est sûr, c'est des vies qu'on met en danger, c'est sûr. Mais pourquoi on ne ferait pas pareil? Pourquoi on n'aiderait pas les personnes à vouloir aller dans ce milieu-là? Jules Feuter, un mot là-dessus, avec aussi la médecine de ville et puis le système de santé global. On ne parle pas seulement de l'hôpital.
Elle parlait à l'instant de partir des besoins pour la politique de santé. C'est tout à fait logique et de bon sens. Il faut reconstruire l'hôpital qui a été complètement saccagé sur ces derniers quinquennats. Alors, recruter massivement, effectivement, que ce soit des médecins, des infirmières, des aides-soignantes ou du personnel administratif pour aussi soulager ceux qui sont actuellement en fonction. Alors, on est pour la fin de la tarification à l'acte aussi, qui est quelque chose de problématique. Ensuite, nous, on a une logique, c'est que aucun service d'urgence, aucune maternité, aucun EHPAD ne soit à moins de 30 minutes du domicile. Donc vraiment, partir des besoins, c'est ça. Donc, énormément de création de postes, un soutien à ce secteur-là. Par rapport aux déserts médicaux, parce que c'est la question aussi que vous me posez, les centres de santé sont une option intéressante qu'il faut développer. La fin du numerus clausus, mais effective, bien sûr. Et puis, on est aussi pour une obligation temporaire d'installation pour les médecins à la fin de leurs études. C'est quelque chose qui doit être envisagé. Quelle durée, quel périmètre, tout ça est à voir durée, ça peut être de 5 ans, en tout cas de 3 ans, de 5 ans, de 7 ans. En tout cas, il faut que ça soit aussi quelque chose qui ne soit pas démotivant pour eux, qui ne les incite pas à se tourner vers le privé, etc. Donc il faut qu'il y ait de la coercition d'un côté, mais aussi un juste retour des choses d'un point de vue du salaire, par exemple. Voilà. Et enfin, sur la santé, nous souhaitons aussi se faire de la santé mentale, qui est souvent le parent pauvre des politiques de santé, vraiment une grande cause du quinquennat, avec là aussi des recrutements massifs. Anne-Sophie Monange, on voit de la chasse aux candidats à l'installation avec des primes, des banderoles en bord de route, on rafistole, on essaye, enfin tous les maires essayent de faire ce qu'ils peuvent. Quelle est aujourd'hui la logique gouvernementale pour remettre tout ça un petit peu en route, sachant qu'on est sur du temps long et que les urgences, c'est maintenant. Numerus clausus, j'ai envie de dire, c'est un épiphénomène, parce que là, on passe de 7 000 à 9 000. Après, il faut avoir la capacité en université d'accueillir ces nouveaux étudiants. Je crois beaucoup c'est l'expérimentation aussi, parce que là, on est sur des problèmes de flexibilité entre l'hôpital et puis la médecine de ville. On a un problème de suradministration. Lorsqu'une infirmière se plaint d'être de chambre en chambre avec sa tablette sans avoir le temps de regarder son patient, voilà. Donc, il y a tout un mal-être, un malaise. Et l'expérimentation, je crois que le gouvernement ne pourra pas tous, il faut réinventer, de toute façon c'est tous ensemble. Et je pense par exemple à des collectivités où des maires carrément construisent un pôle santé. Je pense à Adol là, qui est en cours de construction, où ce pôle santé permettra d'avoir 2 kinés, 2 ostéos, il y aura une infirmière, il y aura également d'autres personnes qui viendront sur ce site. Donc en fait, j'ai envie de dire qu'il faut tout revoir. Même si on a mis en place 4000 assistants médicaux, sur les 4000 pour le moment il n'y a que 2000 qui ont été recrutés, donc c'est pas suffisant. Il y a eu le Ségur, mais ça n'a pas suffi non plus, parce que même si on injecte 10 milliards, c'est pas d'injecter exactement. C'est pas qu'une question de salaire. Je pense que c'est aussi une question de conditions de travail. La question que je souhaitais soulever sur l'obligation d'implantation des étudiants en médecine à la sortie de leur diplôme. Est-ce que ça, quelle est votre position? La collectivité participe à leur formation. Je suis moins sur l'obligation, je suis plus, je pense au plan santé qui a été mis en place par le département des Vosges, où en fait il y a plusieurs choses. Il y a l'aide, quand on monte son cabinet, on a quand même aussi des dépenses. Il y a l'accompagnement au niveau des opportunités, parce qu'on ne peut pas se mettre aussi n'importe où. Donc là, il y a ce plan santé qui a été mis en place par le conseil départemental. Donc on ne peut pas, j'ai envie de dire, on ne peut pas tout répondre très rapidement comme ça. Je comprends le principe que finalement je finis mes études de médecine, j'ai un engagement pour 3, 4, 5 ans pour aller dans une campagne. Mais en revanche, ce qui est important, c'est toujours la même chose. Il faut susciter l'envie d'y aller. Donc ça veut dire que l'étudiant, quand il a 30 ans, généralement, il est en couple, il peut avoir des enfants. C'est est-ce que j'ai une école, comment mon épouse, le service public, et puis tous les services qui sont autour. On est sur l'attractivité du territoire. Voilà. Totalement. Et quand un médecin, parce que c'est vrai que nos médecins dans les Vosges, on en a que 303 généralistes, il y a certaines communes, Golbet, où j'en ai que 5, qui sont vieillissants, et quand on va remplacer un médecin, il en faudra 3. Le secteur d'épinal, c'est moins 25 généralistes en l'espace de 30 ans, là. Tout à fait. C'est vraiment... Passer de 55 à 35, même moins chercher 20. Un dermato dans 3 mois, vous en aurez plus. Un ophtalmo, il faut attendre 6 mois. Donc il y a quand même vraiment une pénurie. Mais ça, c'est un constat qu'on fait tous ensemble. On va élargir l'affaire avec le grand âge aussi, les EHPAD et Mimoun. Un mot là-dessus, avec les solutions peut-être alternatives. En tous les cas, quel constat vous faites aujourd'hui? Alors il y a eu ces scandales dont tout le monde a parlé évidemment. Dans ces EHPAD-là, quelle serait la politique au plus près du territoire, la plus judicieuse selon vous,
pour permettre à une population vieillissante telle qu'on la connaît dans les Vosges d'avoir une fin de vie décente? Le problème, c'est toujours le même. Ils sont sous-effectifs, que ce soit dans les EHPAD ou dans les hôpitaux. Tout le monde est en sous-effectif. Donc forcément, une aide-soignante qui veut s'occuper d'une personne dans un EHPAD, elle est toute seule pour je ne sais pas combien de patients. Elle ne peut pas non plus se focaliser vraiment sur la personne, pouvoir l'aider et lui donner vraiment tous les besoins. En fait, c'est un peu, elle y va à la chaîne. Il faudrait mettre plus de personnes, mais on revient toujours au même souci. Comment on peut recruter, en fait? Je pense que vraiment le souci pour améliorer la vie dans les EHPAD ou dans les hôpitaux, il faut vraiment recruter. Recruter en améliorant les conditions de travail et donc de salaire, ça paraît évident, hein. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce manque de personnel. Écoutez, on va passer au dernier thème, si vous le voulez, puisque le temps nous presse maintenant, qui est totalement en lien avec ce qu'on vient de dire, hein, c'est-à-dire l'attractivité qui passe par la jeunesse, hein, puisqu'on est bien d'accord qu'un territoire sans jeunesse est amené à avoir de graves difficultés. Question simple à vous quatre, faites attention à votre temps de parole effectivement. Comment fait-on pour garder, attirer, former ou faire revenir des jeunes? La question est aussi simple. Amy Moons. Tout simplement, il faut garder l'ouverture des écoles. Souvent, les villages, ils fusionnent entre eux. Alors, il y a quelques classes qui restent là et d'autres qui partent. Sauf que les parents, souvent, quand ils recherchent un village ou un village pour habiter, il faut une école forcément. Il faut qu'il y ait quand même des choses, qu'on puisse les mettre au centre puisque les parents travaillent. Il faut pouvoir trouver une nounou. Et c'est des choses qui sont assez compliquées à trouver en ce moment. Vous pensez qu'une école par village, le retour à une école par village, c'est quelque chose de réaliste? Aujourd'hui, on est quand même sur une logique de regroupement pédagogique intercommunal, des RPI, parce que il y a moins d'enfants, la démographie étant ce qu'elle est. Quelle est la meilleure solution par rapport à ça? Parce que là, vous faites le constat, mais comment est-ce qu'on fait pour avoir suffisamment d'enfants dans les écoles et puis suffisamment d'enseignants encadrants? Il faudrait... Bon, écoutez, hein, on va passer à Stéphane Viry, un petit mot là-dessus, sur la jeunesse en général. Comment garder ces jeunes, les attirer, les former, je le disais, et les faire revenir aussi, puisque c'est un enjeu majeur. Sur la jeunesse en général, déjà, il faut leur proposer une société d'avenir. La société actuellement, elle est quand même assez violente, me semble-t-il. Trouver sa place en France au XXIe siècle, c'est quand même pas facile pour un jeune, quel qu'il soit. On a quand même, pendant ce quinquennat, à combattre une violence qui est partout, partout. Je tenais à le dire parce qu'on ne peut pas proposer à la jeunesse un univers, une atmosphère dans lequel tu n'as pas de sérénité. S'agissant de la jeunesse des Vosges, il faut lui proposer un emploi parce que tu te réalises et tu t'épanouis par un travail. Donc encore faut-il que tu puisses effectivement avoir des entreprises qui puissent t'embaucher, qui puissent en amont pour un certain nombre être formés en alternance. À l'évidence, l'apprentissage du CAP au Bac+5. Également, on a la chance effectivement à Épinal d'avoir depuis 20 à 30 ans un pôle d'enseignement supérieur pour former au plus près des besoins des entreprises, de l'économie locale, faisant en sorte qu'on continue à développer des formations au niveau du bassin de vie d'Épinal, de Saint-Dié aussi à l'évidence. Et ça, le député peut y contribuer, c'est ce que je fais également depuis 5 ans. Et puis peut-être une identité de territoire. On est un département qui sait être attractif, qui sait être joli, le tourisme vert, des valeurs, une quête de la vertu. Moi, je crois que la jeunesse, désormais, elle a besoin de certains idéaux. Elle a besoin peut-être de se prolonger dans une forme d'utopie. La société qu'on leur propose, elle est quand même assez rude, assez rugueuse. Je pense que notre département, il a la possibilité de proposer des choses attractives. Donc en tout cas, ce que fait le département des Vosges depuis maintenant quelques années, je vois la vie en Vosges, cette campagne d'identité territoriale, de notoriété positive, elle va dans la bonne direction. Moi, je m'efforce avec les moyens qui sont les miens dans le cadre de mes fonctions, autant que je le puisse à Paris, de me faire l'ambassadeur du département des Vosges et de toutes nos qualités, à l'évidence. Anne-Sophie Monange, on parle beaucoup d'exode urbain, c'est-à-dire ces urbains qui viennent chercher des territoires ruraux ou périurbains pour un meilleur cadre de vie. Les Vosges ont leur carte à jouer et aussi effectivement essayer d'attirer des jeunes pour avoir de la jeunesse dans les écoles, etc. Ce cercle vertueux, comment est-ce qu'on le met en place? On revient sur le bien-être, de toute façon. Alors, comment on le met en place? C'est les transports. On a parlé de transport, c'est au niveau de la transition écologique, c'est au niveau des écoles, c'est au niveau aussi, parce qu'on n'a pas parlé de culture, c'est un petit peu dommage, parce que la jeunesse, qu'est-ce qui lui donne envie? C'est un boulot, c'est aussi de pouvoir une attractivité au niveau des équipements sportifs et culturels. Et là, je pense que là-dessus, on est très très bien lotis sur la circonscription d'Épinal. Donc en fait, c'est tout un melting pot, j'ai envie de dire, qui donnera envie aux jeunes de rester.
Et puis il y a aussi, quand on a un bon emploi, finalement on est aussi ambassadeur parce que ça permet aussi de drainer du monde. On a des entreprises, je pense à Moustache, on a des victoires qui ont été menées à travers des sociétés qui sont vraiment dans le rayonnement. Je reviens sur Norcoscog, qui sont vraiment des entreprises exemplaires. Alors, on a des atouts. Est-ce qu'on a un problème de faire savoir? Peut-être pas de savoir-faire, mais de faire savoir. Le savoir-faire, on l'a. Le faire savoir, je vois la vie en Vosges. C'est vrai qu'on est tous des ambassadeurs, qu'on soit des élus ou pas. Je vois la vie en Vosges. Il suffit de voir tous les autocollants qui sont un petit peu partout. Non, ce qui est important, c'est qu'avant toute chose, il faut y croire. On est fiers de notre territoire. Il faut croire, je vais en dire, à la jeunesse. Il suffit de voir un peu toutes les entreprises qui ont été créées il n'y a pas longtemps, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est aussi, on parlait du tri des déchets, de la valorisation des déchets, le RSE, de l'économie circulaire. On n'a pas parlé du bois aussi, la filière bois, parce que là, il y a aussi des enjeux au niveau des nouveaux métiers. On parlait de l'eau. Donc, il y a énormément de filières nouvelles qui seront en corrélation avec toutes les... On parlait des universités, on est quand même le 3e pôle de Lorraine. Donc, en fait, toute cette attractivité, j'ai envie de dire, elle doit être drainée à ce niveau-là pour les jeunes. On doit pouvoir faire... Est-ce qu'il y a un problème d'attractivité économique? On dit qu'on a des grosses entreprises dans les Vosges, mais la dernière grosse implantation dans les Vosges au niveau économique, c'est laquelle? Dernièrement. Les extensions de Pavatex. Oui, les extensions. Mais voilà. Est-ce qu'on a les moyens, nous, dans le territoire, d'accueillir, on va dire, un Amazon, un truc, une grosse entreprise qui va créer de l'emploi ou de l'attractivité? Je crois. Mais c'est vrai qu'en termes de relocalisation, on n'a pas d'exemple précis aujourd'hui. Hein. C'est vrai, ces dernières années. On n'est pas un désert non plus. Il ne faut pas faire de bashing vosgien. Non, mais on est un territoire d'excellence. Dans l'industrie, vous prenez l'industrie, vous prenez Five, Cryo, Norcoscog, Pavatex, Moustache a été dit, mais tous actuellement ont des offres disponibles, soit à la production, soit dans les bureaux d'études, soit dans les services supports. Donc on a des postes à proposer. Effectivement, peut-être qu'on ne sait pas suffisamment les vendre, on ne sait pas peut-être franchir l'horizon vosgien. En tout cas, si nous ne croyons pas en nous, moi, mon slogan, il y a 5 ans, c'était « Fier de mon territoire ». C'était ça le leitmotiv, faire en sorte que dans les Vosges, on puisse aller de l'avant. Jules Feutet, la jeunesse, l'attractivité, comment vous appréhendez ces thématiques-là? Bon, déjà, on est tous d'accord pour dire que le territoire, géographiquement, est attractif par lui-même, par sa beauté et sa géographie. Ensuite, c'est sûr, si les jeunes ne restent pas, c'est qu'ils sont attirés par autre chose. Alors par quoi? Est-ce que c'est leur domaine d'études ou d'activités qui ne se trouve pas dans les Vosges? Est-ce que c'est un territoire plus attractif qui va être une plus grande ville comme Nancy ou Metz, qui vont pousser les gens à s'excentrer des Vosges? Non, il faut rendre... Alors de votre expérience, je vous coupe, mais oui, je poserai la même question à Mimoun, ça, vous êtes les deux plus jeunes, pardon, sans vouloir être désobligeant. Qu'est-ce que sont devenus vos camarades de classe que vous avez quittés il n'y a pas si longtemps que ça? Ça commence à faire 15 ans, mais beaucoup sont partis, c'est vrai, mais beaucoup sont restés et beaucoup sont revenus aussi. Il y a énormément de mes camarades qui sont partis faire leurs études et qui reviennent par la suite dans les Vosges. C'est un territoire qui reste attractif. Est-ce que votre tranche d'âge était... Est-ce que vous êtes des bons ambassadeurs à 25-30 ans? Parce qu'il y a une sorte de complexe quand même du Vosgien qui sait que son territoire est sympa, mais qui a du mal à le vendre petit peu à l'extérieur. Je vous assure, quand j'étais étudiant à Paris, je revendiquais... fièrement cette vosgitude, cette origine. Non, après, donc voilà, recréer un cadre de vie, des conditions de vie, notamment par le salaire, etc., qui soient tout à fait convenables et qui peuvent inciter les gens à rester. Aussi améliorer les conditions d'études. On évoquait justement, on parlait, député Viry ou Anne-Sophie Monange, parlait de l'apprentissage, de l'alternance. Oui. Souvent, les jeunes ont des problèmes. Il y a le plus, il y a le moins, l'alternance apprentissage, c'est-à-dire les mobilités. Parce que souvent, vous êtes chez un maître de stage qui est à des dizaines de kilomètres de votre école. Oui. Donc, il faut trouver des fois deux logements. Oui. Ou avoir les papas qui puissent vous emmener, c'est ce que disait Mimoun, papa-maman qui vous emmènent jusqu'au lieu de travail, après revenir à l'école. Est-ce que là, il y a des efforts à faire sur... Il y a énormément de choses à faire. Sur les transports, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Après, nous, on propose par exemple cette garantie d'autonomie pour tous les jeunes à 1 063 €, donc c'est-à-dire au niveau du seuil de pauvreté, qui peut inciter les jeunes à rester s'ils sont à la base forcés à partir pour des difficultés économiques. Voilà, on répond aux besoins de cette manière-là. Ouais. Allez, on fait le tour des chronos. Amy Moons, peut-être encore un mot là-dessus. Et puis vous aurez du temps de parole supplémentaire. Donc vous aurez des thèmes libres qui vous appartiendront sur cette jeunesse. Qu'est-ce que sont devenus vos camarades? Simplement, en fait, mes camarades de classe, en fait, ils partent vers Nancy dans les études supérieures pour pouvoir
évoluer, ne pas rester dans les Vosges, pouvoir obtenir des postes plus attractifs avec des salaires où ils seront mieux payés. Le problème en fait, c'est que les Vosges a des habitants qui vieillissent, les gens qui veulent parce qu'on a des beaux territoires, c'est sûr, mais c'est plus le côté nature. Les jeunes, ils ne recherchent pas d'aller faire des randonnées, c'est plus quand on a notre famille, on veut la tranquillité. Donc les gens, comme il le disait, ils reviennent dans les Vosges parce qu'en fait, ils en ont marre de la pression de Paris ou la pression des grandes villes. En fait, ils veulent de la tranquillité, donc ils reviennent dans les Vosges. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à les garder parce qu'on n'a pas assez de transports en commun, on n'a pas assez d'écoles, on n'a pas assez d'études supérieures aussi, ou des entreprises où on peut... parce que on a un appartement de 360 000 habitants, on ne peut pas non plus tout demander, ça c'est sûr. D'ailleurs, étude qui vient de sortir sur ce fameux exode urbain dont je parlais. Premier critère, est-ce que j'aurai un médecin près de chez moi ? Premier critère, c'est la santé. On parlait de la santé, c'est-à-dire est-ce que j'aurai un hôpital ? Est-ce que si j'ai un pépin, je peux emmener mon enfant aux urgences ? C'est compliqué, parce que maintenant que les hôpitaux ils fusionnent, c'est très compliqué. Rien qu'un Vosgien, pour trouver un ophtalmo, il y a quasiment plus de 6 mois d'attente. Maintenant, les cabinets, c'est des cabinets qui ont déjà leur clientèle. Ils ne peuvent pas prendre de nouveaux clients parce qu'ils sont déjà débordés eux-mêmes. Donc forcément, les Vosgiens, ils sont obligés de partir en Alsace, ils sont obligés d'aller sur Nancy, ils sont obligés d'aller partout pour avoir des délais moins forts pour être client. Donc forcément, quand on se pose des questions, comme vous disiez, par rapport à est-ce que j'aurai mon médecin, les gens, c'est primordial la santé. Donc forcément, ils vont pas rester quelque part où ils savent pertinemment qu'au niveau santé, ils n'auront pas de médecin. Même si on fait des maisons de santé où on regroupe plein de médecins, même si on a des structures, on n'a pas les médecins pour. On n'a pas, comme on disait tout à l'heure, il y a des demandes, mais il n'y a pas les... Les gens derrière pour occuper ces postes-là. Alors on fait un point, ce débat est quasiment terminé, touche à sa fin. Donc vous avez pas loin de 4 minutes de retard, Émile Mouns, sur Stéphane Viry, et Jules Feutet également un petit peu en retard. Est-ce que vous avez un ou deux thèmes qui vous tiennent à cœur, qui n'ont pas été évoqués, ou est-ce que vous voulez redévelopper des choses, sachant que voilà, le temps vous appartient. Si vous estimez que vous l'avez assez utilisé, il n'y a aucun problème, mais en tous les cas, vous avez cette possibilité. Aujourd'hui, la jeunesse était le parent pauvre de la politique publique. Elle n'était pas suffisamment considérée. Au Rassemblement national, nous faisons confiance à la jeunesse. La preuve, puisque je suis une candidate qui est jeune à ces élections. Mais au-delà, nous avons aussi de belles propositions comme exonérer d'impôts sur le revenu les jeunes de moins de 30 ans ou encore leur permettre de développer leur entreprise en France en exonérant d'impôts sur les entreprises les 5 premières années. Et pour qu'un jeune couple de moins de 30 ans construise sa famille chez nous, nous proposons un prêt immobilier de 100 000 € à taux zéro qui se transforme en don dès le premier enfant. C'est-à-dire que dès que vous avez un troisième enfant, vous ne remboursez plus le prêt. C'est ainsi une mesure forte en faveur de la nationalité française pour donner aux gens l'envie d'avoir aussi des enfants, de se dire bon, est-ce que j'aurai les moyens d'avoir un enfant si j'ai un crédit voiture, si j'ai un crédit maison, en sachant que la vie elle augmente de plus en plus, donc forcément les gens font moins d'enfants. C'est aussi le problème des Vosges, on est une population vieillissante parce qu'on fait moins d'enfants. C'est sûr que la démographie continue à décliner. Il y a une petite erreur, vous avez 20 ou 25 secondes de plus et Anne-Sophie Monange a été créditée de 20 secondes en plus. Je fais juste un petit aparté là-dessus. Jules Feutet, vous avez aussi un petit débours. Qu'est-ce que vous voulez 2 points très rapides. Elle parlait à l'instant des droits de succession. On n'a pas trop parlé de fiscalité, mais c'est vrai que nous, à la NUPES, on est pour une fiscalité totalement revisitée avec une répartition sur 14 tranches. Donc, c'est-à-dire que tous les Français qui gagnent moins de 4 000 € par mois paieront moins d'impôts. Par contre, au-dessus, il y aura une participation qui sera supérieure. Sur la succession, on est pour prendre la totalité au-dessus de 12 millions d'euros. Voilà, donc pour redistribuer, notamment pour la jeunesse, parce qu'on considère que hériter de 12 millions, c'est déjà suffisant. Voilà. Deuxième partie, très très rapide, sur la 6e République et la démocratie, qui sont 2 points qui nous sont très chers à la NUPES. On veut passer à la 6e République, effectivement, en convoquant une constituante. Et il y aurait à l'intérieur de cette 6e République beaucoup de choses qui changeraient, et notamment le référendum d'initiative citoyenne que réclamaient les Gilets jaunes et que nous souhaiterions inscrire dans cette Constitution. Le droit de révocation des élus, c'est quelque chose de très important. Si moi demain je suis élu député, si dans 3 ans vous vous rendez compte que j'ai mal fait mon travail ou que j'ai pas tenu mes engagements, vous pouvez signer
un papier avec un certain nombre, bien sûr, de signatures et me renvoyer à la maison. Voilà, le vote à 16 ans, la reconnaissance du vote blanc, le vote des étrangers aux élections locales. Voilà quelques exemples. Et la proportionnelle ? La proportionnelle, bien sûr, oui. Oui. Totale sur des élections comme les législatives, par exemple, ou avec une dose seulement ? Ça sera avec une dose, oui. J'ai une question. Oui. Si vous voulez mettre le vote à 16 ans, alors que déjà, ceux qui ont l'âge de voter n'y vont pas, puisqu'on a un taux d'abstention, comment voulez-vous mettre le taux ? Enfin, comment voulez-vous qu'on vote à 16 ans, alors que déjà ceux de 18 ans n'arrivent pas à les convaincre de voter ? On arrive, moi, je suis souvent sur le terrain, je veux dire, je suis jeune, j'ai 24 ans, je suis confrontée à ça. Je vois des personnes qui me disent, mais pourquoi faire ? Pourquoi aller voter ? On est jeunes, de toute façon, ça sert à rien. Ils sont même pas dans la politique, ils se renseignent pas sur nos programmes. Ça, ils sont apolitiques, ça les dépasse. Alors comment voulez-vous à quelqu'un qui est censé être majeur, qui déjà n'a pas ce réflexe-là, puisqu'il part du principe qu'il a toute la vie pour un jour se mettre dans la politique, à 16 ans, vous croyez qu'on est déjà assez mature ? À 16 ans, ça va être des voix que papa, maman, ils vont dire et qu'on va suivre. En fait, ça va être un peu, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah, si j'ai 16 ans, je peux voter. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je ne suis pas d'accord avec ça, c'est juste l'aligner par rapport à la majorité pénale. Vous vous souvenez la première fois que vous avez été voté ? Moi, je me souviens, c'était aux élections présidentielles. Oui. Et je peux vous dire que j'ai beau regarder, mais j'avais regardé avec mes amis, peu de personnes avaient étudié les programmes, ils ne savaient pas qui voter. Il y en a même un qui m'a dit « Oh, moi j'ai voté Macron parce qu'il était jeune », sans connaître le programme, rien du tout. Oui, il y en a même qui votent Marine Le Pen en pensant qu'elle va améliorer leurs conditions de vie. Oui, mais donc bon, c'est une manière. Non, c'est ce qu'on dit. Moi, ça fait 20 je crois ans en la qu'on 6ème sépare République, entre la gauche et la droite. Maintenant, laissez place à quelqu'un d'autre qui peut montrer aussi. Vous avez fait vos preuves, à nous de faire nos preuves. On ne peut pas juger Marine Le Pen. On n'a jamais été au pouvoir non plus, pour information. Mais juste, l'idée de 6ème République, c'est vraiment reconstruire le lien entre les gens et la politique. Et quand je parle de révoquer les élus, les gens vont se sentir plus impliqués. S'ils ont le pouvoir de renvoyer chez eux les élus, ils vont se sentir plus impliqués. Le vote à 16 ans... Il va se dire, ah bon, tiens, pour un truc... l'efficacité d'un député ? Oui, c'est ça. Sur le nombre d'amendements qu'il a fait. Parce que dans ces cas-là, on n'est pas les mêmes partis. Sur le nombre d'amendements, sur ses votes, est-ce qu'il a tenu ses engagements de campagne, etc. Ouais. Enfin, un député, quand même, en campagne, on prend tous des engagements en ce moment. Il convient de les tenir, et c'est tout à fait essentiel. Par exemple, je ne sais pas, si M. Viry avait été jugé sur ses engagements écologiques, on aurait pu se rendre compte qu'il a été absent à 14, à peu près, des 15 votes. Des 15 votes proposés par la France Insoumise. Non, pas proposés par la France Insoumise. Et j'ai refusé la réintroduction des néonicotinoïdes à la différence de mon groupe. Non, écoutez, le scrutin était public, c'était au mois d'août, et j'ai voté contre, alors que tous les autres députés LR avait voté pour. J'étais en désaccord. Et pendant les années de ce mandat, j'ai travaillé dans un groupe transpartisan porté par Mathieu Orphelin qui s'appelait Accélérons la transition écologique. Donc, dans le cadre de ces 5 années, je ne veux pas reprendre du temps de parole parce que je suis déjà en avance, j'ai largement apporté ce que je pouvais en tant que député dans le cadre de notre régime présidentiel et pas parlementaire, ce que je pouvais au débat public pour tenter de faire bouger les lignes. J'ai pas inventé votre mauvaise note au classement du site parlementaire TE20. Ah, mais des sites parlementaires, vous savez, il y en a un qui est sorti hier et je suis classé 7e, je crois, sur les 577 députés. Donc les classements, tout dépend qui les fait, qui les commande, mais je suis très bien classé sur d'autres classements. Tout ça pour dire, j'ai des engagements au niveau de l'écologie, si je ne les tiens pas, je serai renvoyé chez moi. Anne-Sophie Monod, une petite minute et on conclura ce débat derrière. Oui, il y a juste un domaine qu'on n'a pas évoqué, on a parlé des EHPAD, mais ce qui est important aussi, c'est comment on fait pour faire rester les personnes âgées, les aînés aussi chez eux, parce que les EHPAD c'est un sujet, et les aidants notamment, parce que ça c'est aussi un sujet très sociétal et qui est très prégnant, c'est que finalement ce sont des gens de l'ombre, hein, c'est souvent les petits-enfants, c'est les enfants, donc il y a une réforme là-dessus aussi, c'est comment en fait on va accompagner, parce que souvent quand on est aidant on prend des congés, on n'est pas indemnisé, et aussi on n'a pas d'allocation au niveau du journalier, donc au niveau des aidants, je tenais aussi un petit peu à attirer l'attention là-dessus. Avant les aidants, il y a déjà tout le secteur de l'aide à domicile. Exactement, mais ça suffit pas. On a vu pendant le Covid qui a été massacré, mais tout vraiment... à fait, mais ça suffit pas. Hein, avec les ADMR, etc., ça suffit pas. Ça suffit pas. Et puis c'est les coûts aussi. C'est les coûts. Un secteur de l'aide à domicile, quand le gouvernement a donné des aides aux soignants, a apporté des aides financières et tout ça, les aides à domicile, il a fallu qu'à la râle pour toucher ces aides-là. Tout à fait. Elles n'étaient pas concernées. Exactement. Donc c'est pour ça que c'est important, parce que là j'étais au conseil départemental avec une personne qui accompagne justement les personnes, nos aînés, qui sont de plus en plus âgés, qui n'ont pas trop de soucis médicamenteux,
dangereuses, ni au niveau orthopédique, ni rien. On peut les accompagner là-dessus. Donc en fait, j'y crois beaucoup. Donc avec les aidants, c'est bien aussi d'avoir une petite pensée pour eux. Dernier mot à Amy Moons avant vraiment de lancer Il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est la politique un peu politicienne, mais il y a 2 autres candidats qui représentent l'extrême droite ou la droite radicale, appelez-la comme vous voulez. Vous n'avez pas réussi à avoir d'entente sur votre circonscription, contrairement par exemple à celle de la 2e circonscription où Pierre-Jean Robineau aura triple casquette. Est-ce qu'il y a eu tentative de rapprochement avec d'autres candidats de cette droite radicale ? Oui, il y en a beaucoup qui pensaient qu'avec la Reconquête, on allait former une alliance. Voire avec Debout la France et les Patriotes oui, aussi. Hein. Oui, alors que non, en fait, nous, on a nos convictions, on a nos idées, on a développé nos projets jusqu'au bout, on a soutenu notre candidate à l'élection présidentielle. On a déjà nos convictions, on est ancré et en fait, on n'a pas besoin de mettre beaucoup de monde dedans, puisqu'après, comme on voyait avec monsieur, le problème c'est qu'à force de faire des alliances, tout le monde n'est pas d'accord avec les idées. Alors comment convaincre des citoyens de voter quand même nous, dans une alliance, on n'est pas d'accord? Mais vous minimisez vos chances d'être au 2e tour, hein, forcément, ça c'est mathématique. Mais au moins on reste droit avec nos convictions et nos idées, et on les assume jusqu'au bout. Très bien. Alors, est-ce que vous acceptez qu'on en reste là sur le temps de parole? Bon, il y a des petits écarts. Ou est-ce que vous voulez repartir sur quelques... Amy Moons, je me tourne surtout vers vous. Hein, c'est vous qui êtes un peu plus la plus déficitaire, entre guillemets. On peut conclure ou vous voulez rajouter un mot? Je vais juste rajouter sur l'attractivité et le tourisme. Ah ben, allez-y. Alors, sur l'attractivité et le tourisme, on a la chance d'avoir un beau département. Les Vosges attirent les touristes et tirent leur épingle du jeu. Grâce à la beauté des paysages, il faut tout faire pour les préserver, à commencer par s'opposer au développement d'éoliennes, qui ont un effet néfaste sur le plan touristique. Il faut également continuer avec le département le travail et de notoriété engagée qui commence à porter ses fruits. Voilà. Anne-Sophie Monange, vous avez une trentaine de secondes aussi. Vous avez évoqué la culture, on n'en a pas parlé, c'est vrai, ni l'agriculture d'ailleurs. Hein. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot là-dessus. Ni l'associatif. Ni l'associatif, c'est vrai. Mais il nous faudrait 3 heures. On les a pas. C'est important l'engagement bénévole. C'est un pilier énorme au niveau des bénévoles, les associations, et c'est fondamental. On travaille énormément aussi avec eux. En tant qu'élu, je travaille énormément avec eux, tant les administrés que les associations, qui elles aussi sont un vivier d'innovation et d'originalité. Comment est-ce que tout le monde dit depuis des années que le bénévolat se casse la figure, que l'effet Covid, que le Covid avait eu des effets dévastateurs dans ce domaine? Comment est-ce qu'on fait pour relancer ce bénévolat et réinciter les gens à sortir en fait, hein, c'est un peu ça, et à se réinvestir dans les associations. Dans des causes, investir dans des causes. Alors ça dépend des domaines. Il y a le culture, le sport. C'est vrai que le sport, on se rend compte que c'est un petit peu plus difficile de drainer des bénévoles. Et comme pareil, hein, les bénévoles ont vieilli, donc certains n'ont pas réussi quelque part à attirer des plus jeunes. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. C'est un sujet. Donc il y a des débats là-dessus qui vont être lancés également, mais là aussi, c'est suscité. C'est vraiment très très local, quoi. Certaines associations, il y aura trop de bénévoles et d'autres, il n'y en aura pas suffisamment. Là, c'est vraiment un engagement intime, c'est avoir des convictions. Très bien. Allez, ainsi s'achève ce débat. On va donc passer maintenant aux 40 secondes qu'on vous attribue chacun pour essayer de convaincre de manière finale les téléspectateurs. C'est par tirage au sort Amy Moons qui va ouvrir le bal. La caméra est par là. Vous avez une quarantaine de secondes. Allez-y. D'accord. Chers habitants de la première circonscription des Vosges, vous avez été presque 1 sur 2 à avoir choisi Marine Le Pen à l'élection présidentielle. Vous avez aujourd'hui, dans ce 3e tour, l'opportunité à voter pour le projet de Marine Le Pen en envoyant une députée supplémentaire à l'Assemblée nationale pour contrer les réformes injustes que prévoit Emmanuel Macron. À la différence d'autres candidats sur ce plateau, je ne suis pas Macron compatible et j'assume avec conviction les idées que je défends. Je serai, par exemple, la seule à m'opposer à l'injuste retraite à 65 ans que tous les candidats sur ce plateau soutiennent. La gauche qui a fait réélire Macron ne se battra pas pour vous sur cette question. Faites confiance à la jeunesse, à une candidate de conviction issue de la société civile en allant voter le 12 et le 19 juin pour la seule opposition à Emmanuel Macron en optant pour ma candidature.
Merci, je me suis trompé un petit peu, désolé, Stéphane Viry n'en voudra pas. C'est vous qui aviez gagné le tirage au sort, je crois que c'est vous qui deviez ouvrir le bal. J'ai ouvert au début Oui, d'émission. c'était moi. Ah non, c'était non, moi. non, alors, c'est Anne-Sophie Monange, pardon, c'est moi, je suis, c'est la fatigue. Anne-Sophie Monange, c'est à vous, pardon. Donc, sur tous les sujets qu'on a évoqués, il va falloir du courage politique pour transformer cette société qui est en changement constant. Donc, je suis une femme d'engagement, je suis engagée auprès des Vosgiens, je le suis déjà sur Golbey en tant que femme de terrain. Il y aura des combats à mener, il faut savoir expliquer aussi aux Vosgiens quelles sont les réformes qui vont être portées, qui sont certainement difficiles. Et quoi qu'on en dise, les législatives, c'est un petit peu la suite des présidentielles. Il va falloir transformer l'essai. Je suis fière de mon territoire, je suis fière depuis très longtemps de mon territoire et je veux le meilleur pour les Vosges et je veux également le meilleur pour la France. Donc les 12 et 19, je compte sur vous, venez nous rejoindre, votez pour nous. Cette fois, Stéphane Viry, c'est à vous. Écoutez, ce n'est pas le troisième tour, c'est le choix d'un député pour les Vosges pendant 5 ans. Et ma candidature, elle repose sur une pratique, sur un principe et sur des exigences. La pratique, c'est ce que j'ai fait pendant 5 ans. Être sur le terrain, être à l'écoute, être disponible. C'est tout autant être un député très engagé, très assidu à l'Assemblée, très actif dans l'action législative. Et c'est troisièmement être un député libre qui vote, qui fait, qui choisit, qui prend des initiatives selon l'actualité, selon les sujets. Le principe, c'est celui de rester soumis à personne. Moi, je veux une Assemblée nationale libre et indépendante. Je refuse d'être sous tutelle d'un homme ou d'une femme, quel que soit son rang, quel que soit son statut. Ce qui me préoccupe, c'est la considération pour les Vosgiennes et les Vosgiens. Rien d'autre me préoccupe en l'état. Et les exigences, elles sont doubles. C'est être utile à mon pays pendant les 5 ans qui viennent, parce que ça sera 5 ans compliqués. Et la deuxième chose, c'est d'être le député de toutes et de tous, quelles que soient les sensibilités des uns et des autres. Jules Feutet, c'est à vous que revient le privilège, on peut dire ça comme ça, de refermer cette conclusion. Alors, les deux candidats de la droite classique parlent d'années difficiles pour les années à venir. C'est pas forcément ce qui est amené à se passer. Déjà, j'appelle tout le monde à aller voter les 12 et 19 juin, quelles que soient leurs opinions politiques. Ensuite, je rappelle le bénéfice à voter pour la nouvelle Union populaire écologique et sociale. On en a parlé sur plusieurs points pendant cette émission. Le SMIC à 1 500 €, la retraite à 60 ans et les prix bloqués, les produits de première nécessité, la baisse des prix du carburant et tout ça dès le lendemain du second tour. Donc vraiment, il y a un réel enjeu. Et n'ayez pas peur du changement, c'est pas parce qu'il y a toujours eu des députés de droite ici sur la première circonscription que ça doit rester comme ça. Osez le changement, votez pour la nouvelle Union populaire les 12 et 19 juin. Voilà, le changement n'est pas forcément une mauvaise chose et les habitudes peuvent être changées. Je vous remercie. Merci à toutes et à tous. Merci à Philippe Nicole de Vosges Matin d'avoir co-animé avec nous. C'était un plaisir. Philippe, on va remercier nos équipes techniques emmenées ce soir par Vincent Louis. On se donne rendez-vous dans 48 heures. Ça sera la deuxième circonscription, celle de Saint-Dié-des-Vosges, qui sera en débat. Très bonne fin de soirée à tous. Merci à vous tous. Merci. Et on vous souhaite une bonne fin de campagne. Ça va aller vite maintenant. Merci à vous. Bonsoir.